On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cause Monautre, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. L'hôte du jour est un grand policier. L'hôte du jour s'appelle Raphaël Nedilko. Salut Raphaël, comment tu vas? Bonjour Audrey, je vais très bien et toi? Ça va, ravi de te recevoir ici. Je suis ravi d'être là également. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Parce que j'ai dit grand policier, mais il faut savoir pourquoi je le dis. Oui, ça va au-delà de mes 1,87 m, enfin j'espère. Je m'appelle Raphaël Nedilko, j'ai bientôt 53 ans, parce que je suis né en 72 à Paris, gare de l'Est. Voilà, fils d'un réfugié apatride russe et d'une maman française. Voilà, et j'ai intégré la police nationale en 1996 après des études scientifiques. Voilà, j'ai Ok. passé un bac scientifique, j'ai étudié pendant un temps la science de la structure de la matière, ce qui ne me permettait absolument pas de bouffer. J'ai surtout eu toujours la vocation de la police. Je voulais être inspecteur de police, mais le grade a été supprimé par une réforme de la police de 1995. Donc j'ai intégré la police à la base comme gardien de la paix, et puis j'ai grimpé les échelons. J'ai été très peu de temps en uniforme et j'ai intégré un service de renseignement à Paris. On couvrait les manifestations à Paris, notamment les circonstances de recours à la force. Donc je couvrais les manifestations avec un appareil photo et un caméscope, et j'étais aussi mal vu des manifestants que des policiers, parce que souvent quand on recourt à la force, c'est qu'il y a un certain travers de la part des manifestants, et des fois les policiers peuvent commettre des excès, et donc je devais, de par mon travail, montrer tout ça. Et puis en 2000, fin 2000, je suis rentré à la mythique brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres. Est-ce que, justement, est-ce que tu peux revenir à... Parce que tu en parles dans ton livre Oui, qui est là, l'obstiné, justement. Euh, Tu dis, en gros, il y a une anecdote qui explique comment tu rentres, qui est assez drôle. oui, Est-ce que tu peux oui. l'expliquer, s'il te Alors plaît? oui, j'ai toujours été passionné par la matière criminelle. Pourquoi? Parce que c'est à la jonction de trois matières qui me passionnent. C'est la littérature, parce que tout se met par écrit dans notre langue, et en France, et ma sœur est professeure de lettres modernes, donc Hmm. c'est elle qui m'a appris à aimer la langue française. Les sciences, de par les constatations de scènes de crime et les études que j'avais faites, et le domaine juridique, Hmm. puisque bien évidemment, on agit en application de textes. Et donc, je voulais intégrer un service d'enquête criminelle. Et quoi de mieux que la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres? Et lorsque je suis rentré dans la police, j'avais une petite amie dont la sœur vivait avec le grand pâtissier Philippe Conticini, qui est connu dans le monde entier comme étant un des meilleurs pâtissiers au monde. Et donc, Philippe, dans ses clients à la table d'Anvers, qui tenait place d'Anvers avec son frère Christian, il avait des policiers de la deuxième DPJ, la deuxième division de police judiciaire, parmi lesquels figurait un autre grand flic, bien plus grand que moi, qui s'appelait Francis Béchet, qui a notamment interrogé et obtenu les aveux de Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, Hmm. sur le Hmm. meurtre de Hmm. Pascal Escarfaille. Et un jour, Francis, je l'ai rencontré grâce à Philippe. Et j'ai pu ainsi être coopté pour rentrer à la brigade criminelle, sachant que je ne venais pas d'un service enquêteur, mais d'un service de renseignement. Donc j'ai été le premier enquêteur à venir en PJ sans venir de PJ. Ça a été compliqué au départ, faire mes preuves et tout, mais bon, j'ai vite rattrapé le train. Et comme avait dit le patron de la crime à l'époque, Frédéric Pechnard, qui est connu pour avoir notamment été le directeur général de la police nationale, voilà, je devais absolument rattraper mon retard, parce que sinon c'était un retour à la case départ. Hmm. 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 Et t'as apprécié cette expérience-là? Oui, parce que ça a été la police à papa, la police judiciaire, où on n'avait pas encore nos moyens d'enquêter, qui avaient compromis nos raisons d'enquêter, hein, avec l'ADN, les métadonnées, la téléphonie mobile. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. On avait encore des enquêtes sur papier tapé à la machine à écrire avec les carbones, et ça sentait bon ces bruits de machines, de sonneries de téléphone, et on enquêtait à l'ancienne avec des gens qui étaient de votre côté. Il y avait vraiment une solidarité, il y avait un management qui était bienveillant sans être complaisant, et puis on était dans un lieu mythique. Ouais, les escaliers, les fameux Les escaliers. fameux escaliers U36 qu'ont emprunté Landru, Guy Georges, et puis les membres d'Action Directe. Hmm. 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 Et sur quelle enquête notable tu as enquêté?
au niveau du 36. Connu du grand public, Oui. eh bien écoute, il y a eu beaucoup d'enquêtes. La disparition de Marc Beltra en Amérique du Sud. On a eu aussi la tentative de meurtre sur Bertrand Delanoë au cours des premières nuits blanches qui ont été organisées, hein, puisque c'était Asdin Berkane, je crois, qui lui avait donné un coup de couteau lors de ces fameuses nuits blanches. Et puis plein d'autres dossiers qui n'ont pas forcément défrayé la chronique, hein, sachant que des meurtres à Paris, malheureusement, ça arrivait très régulièrement. On était 9 groupes d'enquête de droit commun. Et il nous arrivait, nous, le pire qu'on a eu, je crois que c'était 14 meurtres en une seule année pour notre seul groupe. Donc multiplié par 9 groupes, t'imagines un petit peu le volume d'affaires qu'on peut prendre. Et j'en ai pris dans tous les coins de Paris, la petite couronne. Beaucoup. D'accord, parce qu'à un moment donné, dans ton livre, tu parles aussi du fait que vous avez été bouleversé par l'affaire Ilan Halimi. Oui, exact, oui. Ah bah cette affaire-là, toute la brigade criminelle, toutes les brigades centrales ont été saisies. Bien évidemment, il y avait une direction d'enquête avec un groupe en particulier, mais il y avait tellement de lieutenants de Youssouf Fofana qu'il a fallu absolument prendre tout le monde. D'abord, tant que Ilan était encore en vie, détenu par ses geôliers, il a fallu assurer la protection des membres de sa famille. Moi, je me rappelle avoir été le garde du corps du père d'Ilan Halimi, et notamment des journées de dimanche, que je passais à son domicile entièrement. Et là, c'était très, très compliqué, puisque c'était un homme en proie à la souffrance, au doute, à la désespérance, au chagrin. Et il me posait la question de savoir si on allait trouver son fils ou pas. Et là, c'est très, très difficile de répondre, sachant malheureusement l'épilogue qu'a connu cette triste affaire. Et puis, c'est une affaire, effectivement, où il y a eu l'affaire dans l'affaire, hein, des difficultés, des fois des règlements de compte entre enquêteurs, avec notre groupe qui était malheureusement complètement remanié après cette affaire-là. Et ça a été le moment pour moi de prendre la décision de partir en province, oui. Tu pars en province pour ça, mais pas que pour ça, notamment. Oui. Tu dis dans ton livre que pour faire plaisir à ton ex-femme, Oui. tu décides de repartir dans votre région d'origine. Effectivement, j'étais marié à l'époque avec donc la mère de mes 3 enfants qui avait fait l'effort de quitter sa vie de province pour me rejoindre à Paris. Et ça s'est très très mal passé pour elle, puisque la vie parisienne ne lui convenait absolument pas. Nos 3 enfants sont nés sur le 12e arrondissement de Paris. Et puis, je voulais lui renvoyer l'ascenseur. Puis moi, j'avais ce rêve depuis l'enfance, un peu comme Charles Ingalls, c'est-à-dire de construire ma maison de mes propres mains. D'ailleurs, celle-là, la première, n'a pas suffi, puisque malheureusement, et ça, je le raconte dans le livre, je traverse des moments à la fois personnels et professionnels extrêmement compliqués, où les deux sont intimement liés. Ma vie s'écroule. Je suis obligé de partir de chez moi, laissant ma maison, mes enfants. Et j'ai reconstruit les 2 suivantes. Effectivement, là actuellement, j'habite dans ma 3e maison qui est totalement en bois, que j'ai construite de mes mains en pleine campagne en Bourgogne, et avec ma seconde épouse, avec qui je vis depuis plus de 10 ans. On s'y sent vraiment très bien. Donc c'est vraiment pour pouvoir redonner toute l'importance à ma vie de famille que je vais en province. Mais malheureusement, et là je ne vais pas spoiler l'obstiné, voilà, je suis rattrapé par les obligations professionnelles. Exactement. Donc, on va parler de ton livre, justement, Oui. L'Obstiné, donc que voici. Voilà. La confession du flic qui exhume les colcaises, Exactement. coécrit avec mon amie Catherine Siguret, sans qui rien n'aurait pu se passer, effectivement. Oui. On la salue. Pourquoi avoir écrit ce livre-là? Alors, c'est ce que j'explique. J'ai été l'un des premiers policiers médiatisés à l'extrême, je dirais, hein, pour avoir résolu plusieurs cold cases, et notamment en qualité de directeur d'enquête. C'est-à-dire que des cold cases, j'en avais déjà résolu lorsque j'étais au Quai des Orfèvres. Le premier, c'était pour un homme qui avait été retrouvé carbonisé dans un terrain vague à côté d'Orly en 94, en 2000. C'était en 2000, en mai 2000. Claude Herbeau, il s'appelait. On a mis un bon bout de temps à l'identifier. Mais c'était des cold cases qui avaient été résolus de façon collégiale. D'accord. Là, quand j'arrive en province, à Dijon, je découvre malheureusement un certain confort institutionnel provincial qui tient à l'individualisation des dossiers. C'est que dans l'urgence, tout le monde travaille ensemble, mais une fois que les dossiers atteignent un petit peu leur ancienneté, leur rythme de croisière, que ça avance plus trop, les dossiers sont individualisés. Et le sport local, c'est ne pas s'occuper de ce que le collègue
parfois de bureau, a à faire comme travail. Donc, Chacun pour soi, Dieu pour chacun tous. pour soi, Dieu pour tous. Et donc j'arrive et il y a à l'époque à Dijon, aussi bien en portefeuille auprès de la police que de la gendarmerie, donc la direction de la police judiciaire de Dijon ou la section de recherche de Dijon, de nombreux meurtres de jeunes femmes non résolus qui s'étalent entre 1986 et 2005 que la presse locale appelle les disparus de l'Assis. Ou le triangle de la peur, puisque c'est réparti sur une zone géographique ayant globalement la forme d'un triangle qui va à peu près de Dijon à Chalon-sur-Saône et vers l'ouest s'étend sur le bassin minier, donc Montceau-les-Mines, le Creusot. Et dans les dossiers en portefeuille auprès de la PJ de Dijon, on a notamment 3 dossiers. C'est le meurtre d'Anne-Sophie Girolet, donc, qui disparaît le 19 mars 2005 à Mâcon, une jeune étudiante en 3e année de médecine dont on retrouve quelques jours plus tard la voiture puis le corps immergé dans la Saône à Mâcon, qui est le dossier le plus récent. En plus ancien, on a le meurtre de Christelle Blétry, assassinée de 123 coups de couteau à Blanzy le 28 décembre 1996. Et encore plus ancien, on a le meurtre de Christelle Maïry, 16 ans, une collégienne retrouvée tuée de 31 coups de couteau le 18 décembre 1986 dans une cave à vélo au Creusot. Et malheureusement, ces dossiers qui n'avancent plus ont conduit à la création d'une association qui s'appelle l'association Christelle, qui prend vie le lendemain de la mort de Christelle Blétry en 96. Donc elle porte le prénom de cette jeune femme de 20 ans assassinée. Et avec leur avocat, Didier Seban, qui à l'époque aidé d'une juriste qui s'appelle Corinne Herman, les avocats des oubliés, et ben, ils essayent à grands coups de médias et puis d'actions, de vente de brioches, de colocanes, d'organisation de repas dansants, de vaincre l'inertie de la justice, de servir tel un aiguillon. Sachant qu'à l'époque, on est au balbutiement des réseaux sociaux. Donc, il a fallu vraiment qu'ils se battent longtemps. Maintenant, aujourd'hui, avec le pôle des magistrats de Nanterre, c'est plus commode, c'est plus devenu le lot commun. Mais à l'époque, on passait pour un énergumène. Quand on osait dire à la sacro-sainte justice, mais vous faites pas de votre boulot, on se faisait regarder de travers. Donc, c'est des gens, ils ont fait ce travail-là. Et donc, ce combat-là, je l'ai rejoint lorsque j'ai vu que ces dossiers étaient au point mort, qu'ils étaient ab initio diligentés par les collègues de mon service, qui prétendaient que tout avait été bien fait et que le temps était venu pour ces familles de comprendre qu'ils devaient faire leur deuil et qu'à ces magistrats, il fallait dire qu'on avait autre chose à faire que de traiter ces colcaises. Or, de l'expérience qui était la mienne, en relisant le travail qui avait été mené, non, tout n'avait pas été bien fait, voire certaines choses qui n'avaient pas été faites. Donc je ne pouvais pas être porteur au nom de l'institution de ce message auprès de ces familles de victimes, parce que ça aurait fait de moi un menteur, et on le verra certainement tout au long de notre conversation. Ah, j'aime pas le mensonge. Donc je me suis emparé de ces dossiers dont on me disait qu'on devait les mener au fil de l'eau, puisqu'il y avait l'actualité judiciaire brûlante à traiter, et c'est normal en priorité. Donc c'est ça le fil rouge de mon histoire, c'est que je prends sur mon temps personnel pour les résoudre quasiment seul en qualité de directeur d'enquête, et ça va me coûter cher. Exactement, parce que il y a un moment donné, tu dis, tu as une semaine de vacances et tu demandes à prendre le dossier avec toi et Oui. partir chez tes parents pour l'étudier Oui. de manière méticuleuse. Parce que moi, j'ai remarqué que tu travaillais de façon vraiment méticuleuse et précise, Oui. vraiment scolaire, tu prends des notes, etc., tu recoupes. Et franchement, bravo pour ça. D'ailleurs, dans ton livre, page 42, tu dis que les cold cases, c'est ce que tu préfères parce que c'est un travail de longue haleine. Oui. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le peigne est mon outil préféré, puisque ça me permet de voir effectivement tout ce qui a été fait. Ce qui est important dans un dossier, parce qu'au départ, un cold case, ça n'en est pas un. Ça en devient un. Et bien plus important que d'essayer de comprendre comment on peut les reprendre pour les sortir, il faut essayer de comprendre les phénomènes qui ont fait qu'un dossier qui n'en était pas un en est devenu un. C'est quelque chose que je martèle au cours des premières et deuxième années de l'école française des sciences criminelles où j'interviens. Je vais intervenir d'ailleurs le week-end prochain. Donc un dossier, c'est un ensemble d'actes qui sont accomplis, qui partent de la découverte du corps, les constatations de scènes de crime, les auditions de témoins, les réalisations techniques, les interpellations, les perquisitions. Et tout ça, ça doit être bien fait sous un protocole très précis. Or, là, on se rend compte qu'il y a des hypothèses de travail qui sont devenues des certitudes et des informations qui auraient dû être versées qui ne l'ont jamais été. Parce que bien pire que d'avoir une information qui échappe aux enquêteurs, c'est de verser en procédure et prendre comme une lettre d'évangile une information qui est erronée. Et je vais démontrer que beaucoup d'informations étaient fausses. Voilà, donc j'ai tout repris à zéro. Et puis,
il faut bien comprendre, parce que c'est ce que mes collègues n'ont pas compris, c'est que je fais pas ça dans le but de faire passer mes collègues pour des cloches. C'est simplement de partir du constat qu'on avait ces dossiers depuis le départ, qu'on était dépositaire de l'autorité publique. Donc c'est à nous qu'on demande des comptes, c'est à nous qu'on demande d'obtenir la vérité, de faire justice, d'apporter les éléments de réponse aux magistrats. Et faut pas l'oublier, deux choses, c'est que on n'a pas seulement des familles qui souffrent, c'est-à-dire que enterrer votre enfant dans des circonstances pareilles et vous comprendrez ce que c'est d'attendre pendant 25 ou 30 ans. Et puis deuxièmement, un meurtre qui n'est pas résolu, accessoirement, c'est un meurtrier qui est dans la nature, Exactement. galvanisé par un sentiment d'impunité et qui peut recommencer et s'en prendre à un autre enfant. Exactement, exactement. Et quand tu décides justement de prendre ces affaires-là, euh, les gens du service, c'est comme s'ils se débarrassaient du dossier pour eux, ou c'est euh, comment c'est perçu en fait? Alors, ma hiérarchie intermédiaire est bien embêtée avec ça, puisque comme il y a un travail de pression qui est exercé par la famille des victimes, et que il y a une commission rogatoire qui est ouverte, hein, donc on a un juge d'instruction qui, lui, est très intéressé par le dossier, très soucieux de la manifestation de la vérité et du bien-être des victimes, et que je cite dans mon livre, qui est un magistrat extraordinaire qui s'appelle Emmanuel Vion, Mhm. qui à l'époque était vice-président chargé de l'instruction à Chalon-sur-Saône et qui est devenu un ami intime. Lui, il demande à ce que la police fasse ce travail-là. Donc, le souci, c'est que mes coreligionnaires prennent ça comme une punition. Travailler sur ce dossier-là, c'est pénible, on a autre chose à faire. Je peux comprendre qu'ils aient une appétence pour les dossiers qui viennent de se commettre, hein. Donc, on aime bien l'adrénaline, on aime bien rechercher les preuves, on aime bien constater les scènes de crime, les cadavres, rechercher les auteurs. À ce moment-là, on passe la main. On ne fait pas un travail bâclé. Or, ma hiérarchie intermédiaire, pour éviter de ne punir personne en particulier, décidait, face à l'afflux de pistes possibles qui étaient évoquées par l'association ou des lettres anonymes et tout, divisait le nombre de dossiers par le nombre de fonctionnaires et répartissait, et chacun faisait son petit travail dans son coin, sans concertation. Donc, faire ça ou rien, c'était exactement pareil. Donc, j'ai proposé de reprendre tout moi seul, de façon à vraiment centraliser les idées, et en cas d'avancée, de faire appel à mes collègues pour pouvoir négocier les phases assez importantes, les phases décisives de l'enquête. Or, j'ai très rapidement été critiqué parce que il partait du principe que des gens plus anciens, plus expérimentés, plus gradés que moi s'étaient cassés les dents dessus et ne voyaient pas pourquoi moi, parce que je venais du sacro-saint 36 quai des Orfèvres, j'allais faire mieux qu'eux, et donc je me suis retrouvé face à une certaine adversité. Puisque très rapidement, j'ai mis en place des axes d'enquête que je faisais en parallèle des dossiers nouveaux pour pouvoir justifier des frais de déplacement. Parce que c'était ça aussi la logique, c'est Dijon, le Creusot, c'est plus de 100 kilomètres à faire les allers-retours tous les jours pour interroger des gens qui ont assisté à des faits 25 ans auparavant, il fallait le justifier. Donc il y a une part de stratégie et de politique en plus qu'il a fallu mettre en place. Et comment toi tu le vis, le fait que tes collègues te combattent un petit peu par rapport à ça? Alors c'est normal parce que si tu veux, notre métier, c'est pas n'importe quel métier, la plupart des gens rentrent par vocation. Donc il y a beaucoup de gens qui cherchent dans la pratique du métier de policier à combler certains trous qu'il y a dans leur caractère, dans leur faiblesse. Moi, le premier, hein, moi, je cache pas que ça m'a permis de travailler ma timidité, le manque de confiance que j'avais en moi. À 53 ans, je donne l'impression de quelqu'un qui est quand même, qu'on assure, enfin, qui sait ce qu'il dit, pourquoi il le dit et tout. Mais inévitablement, lorsque tu as des gens qui ne veulent pas travailler et toi, tu te mets au milieu, même si ce n'est pas dans ton intention primaire, tu passes pour un donneur de leçons. Ouais, il se prend Et pour qui? voilà, et tu provoques ce qu'on appelle un effet miroir. Alors, d'aucuns le comprennent, mais d'autres ne le comprennent pas. Et c'est pas trop à eux que j'en veux, parce que ça, c'est très très humain. C'est que j'avais une hiérarchie, et j'aurais voulu que ma hiérarchie me défende un peu plus, de façon à ce que j'ai les mains libres. D'autant que j'étais saisi comme directeur d'enquête de dossiers criminels nouveaux, et j'ai à mon tableau 100% de condamnation sur tous les dossiers que j'ai pu prendre. Mes témoignages à la cour d'assises sont extrêmement connus, des dépositions très longues, jusqu'à 5 heures sans une note, des propos extrêmement incisifs, une démonstration de la preuve qui rentrait toujours en voie de condamnation, voilà, puis des constatations de scènes de crime
qui font l'unanimité, qui m'ont permis de donner des cours d'enseignement dans les centres de formation de la police nationale, donc des sollicitations aux fins d'enseignement qui se perpétuent encore aujourd'hui. Donc voilà, donc j'aurais voulu juste qu'on me laisse faire mon travail, que je sois pas reconnu, c'est une chose, j'en ai fait le deuil depuis longtemps, ça me dérange absolument pas, je bosse pas pour ça, puisque rien pour moi n'est plus gratifiant, n'est plus valorisant et n'est plus précieux que la manifestation de la vérité. Et bah après, t'es peut-être pas reconnu par tes collègues, mais par les familles, tu l'es. Oui. Parce qu'on le voit dans ton livre. Et aussi par le public. Oui. Déjà, l'Obstiné a rencontré un succès phénoménal, puisque là, il est décliné depuis peu en livre de poche. Et puis, je te l'apprends, là, une adaptation en roman graphique est à l'étude. Donc, on m'a demandé des photos pour pouvoir me croquer en bande dessinée. Et enfin, il y aura, grâce à Studio Fact Stories, sous la direction d'Yvan Sadik, avec la plume de Catherine Touzet, Marie Deher et Jocelyn Bosnec, une adaptation de mon livre en série événement sur TF1, en 6 épisodes de 52 minutes, qui devrait rentrer en tournage courant de l'année. Donc, sache-le, Audrey, tu as la primeur de la nouvelle. Je ne l'ai dit à aucun autre média. Tu es le premier auprès de qui je fais cette annonce. Voilà, l'Obstiné sera adapté en fiction librement adaptée de l'Obstiné. Et c'est encore une fois grâce à Catherine et Studio Fact. Voilà. Franchement, ça fait plaisir. Je suis content pour toi. Félicitations. Donc, moi, en tout cas, j'ai lu ton livre, je l'ai parcouru. Et déjà, tu axes beaucoup sur les 2 cold cases dont tu parles, ce qui est normal, c'est parce que ça t'a marqué, on va y revenir. Déjà, félicitations pour ce livre-là, je tiens à te le dire. Et aussi, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué tout au long, c'est ton humanité. J'ai vu une humanité rare. Et puis, de toute façon, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on s'est eu pour la première fois au téléphone, Oui, tu étais de permanence. oui. Et tu m'as dit, attends, il y avait une dame qui t'appelait. Ah oui, c'est Et vrai. j'ai entendu, en fait, une gentillesse. Je me suis dit, waouh. Et je te l'ai dit, je te l'ai fait remarquer. J'ai dit, ah, mais t'as vraiment une empathie. J'ai senti qu'il y a vraiment de l'humain en toi. Et tu dis que pour toi, c'est vraiment le plus important. Mais est-ce que ça t'a pas joué des tours, cette humanité-là? Oui, alors, deux tours. Le premier, on en a déjà parlé, c'est un peu l'effet miroir. Quand tu réponds aux gens avec une voix d'hôtesse de l'air, et puis que tu essayes de te mettre à la place d'eux, c'est vrai que les gens qui appellent les services de police, on va pas se voiler la face. Moi-même, ça m'est arrivé, souvent on se fait recevoir. La charte d'accueil du public, si on était obligé d'éditer une charte d'accueil du public, c'est qu'on avait un problème d'accueil du public. Et c'est pas vrai c'est pas vrai que pour la police, c'est aussi vrai pour la gendarmerie. Moi, je me suis fait une fois recevoir, j'étais convoqué à la gendarmerie, j'ai été accueilli comme un chien au milieu d'un jeu de quilles. Bon, je me suis pas laissé faire, mais voilà. Mais c'est humain, encore une fois. Il ne s'agit pas de remettre en cause les institutions. La gendarmerie et la police sont des maisons magnifiques, avec des gens, une grande majorité de gens qui sont des gens extraordinaires. Il y a simplement le problème de l'humain, voilà, de la frustration, de la lassitude, des manques de moyens. Bon, c'est humain, on va pas épiloguer là-dessus. Mais le souci, et c'est ça, je pense, là-dessus que tu veux m'entraîner, et je le comprends, c'est que lorsqu'on est extrêmement humain dans une société comme la nôtre, on prête le flanc justement à une grande violence. Mhm. Voilà, la violence des actes, la violence des mots. Et puis surtout, c'est que on se met à la place des gens. Et lorsqu'on est investi d'un pouvoir qui est celui d'agir pour la manifestation de la vérité, pour protéger les gens, pour leur dire je vous ai reconnu, vous êtes une victime, je suis de votre côté. Et puis il y a notre triptyque républicain de liberté, d'égalité et de fraternité. Quand on est investi de ce pouvoir et qu'on ne peut pas arriver à aider les personnes comme on le voudrait, il se passe ce qu'on appelle un traumatisme vicariant. Le traumatisme de vicariant, c'est un traumatisme de substitution. Et inconsciemment, vous endossez la souffrance des gens dont vous n'arrivez pas à solutionner le problème. Et c'est là que vous vous effondrez. Et c'est un problème qui est aussi vrai dans la police, la gendarmerie, que dans l'enseignement, que dans le corps médical. Ce sont tous ces gens qui sont investis d'une mission de service public, mais dans le sens vraiment humain, profond du terme, et qui ne peuvent pas vivre leur métier à la hauteur de la vocation qu'ils espéraient avoir. Et les gens s'effondrent, et c'est comme ça que dans notre société, malheureusement, où on est tout dans l'efficacité, dans les statistiques, voilà, dans tout ce qui déshumanise nos relations, on a des vagues d'épuisement professionnel, de burn-out qui font des ravages. Exactement. Voilà. Mais est-ce que tu penses que tu détonnes par rapport à ton attitude? Alors oui, parce que... mais encore une fois, c'est pas une critique, parce que moi, les collègues, des fois, que je trouve un peu abruptes,
je détecte assez facilement en eux une volonté de se protéger. C'est encore une fois, notre société est extrêmement sauvage, mais moi, je suis plus gagnant à fendre l'armure et à me montrer tel que je suis et à faire preuve d'une extrême gentillesse, une extrême empathie, notamment avec les gardés à vue. Hein. Moi, je sais que la plupart de mes collègues me trouvent pas assez sec avec les gardes à vue. Alors, je leur réponds au sujet des gardés à vue qu'un client satisfait est un client qui revient. Donc, les gardés à vue, ça les fait pas rire quand je dis ça. Mais, c'est vrai, mais je peux me vanter de voir régulièrement dans les rues des gens que j'ai placés en garde à vue pour des faits des fois graves, et puis bon, qui ont purgé leur peine, ou alors qui sont en liberté en attendant d'être jugés et tout. Et ils ont tous ce discours. Ils me disent, monsieur l'inspecteur, je tenais à vous remercier parce que d'habitude, mes gardes à vue, ça se passait pas bien. Bah, vous avez été carré. Ah bah. Et puis souvent, puis je leur fais pas de cadeau. Hein. C'est-à-dire que j'ai une recherche de la preuve en amont. Je leur mets le nez dedans en présence de leur avocat, mais ça reste hyper courtois. Et j'ai toujours ce cahier des charges à l'entame de notre échange. C'est je ne vous manque pas de respect, vous ne me manquez pas de respect, on se vous voit. Même s'il me tutoie, moi je continue à le vous voyer, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas orgueilleux au besoin de ne pas me laisser tutoyer par un jeune de 25 ans qui a fait des bêtises, ça ne me dérange pas. Mais surtout, c'est que voilà, moi j'ai besoin de cette pureté dans la relation où je ne suis fautif de rien. Le discours que j'ai à mener, une loi à appliquer, c'est compliqué. C'est compliqué. On ne va pas en plus rajouter de l'animosité, de l'acidité, de l'amertume dans nos relations avec les gens, d'autant que moi, je suis pour la seconde chance. Les gens que je rencontre qui sont des délinquants aujourd'hui, j'ose espérer que je les reverrai dans 10 ans et ça sera des gens rangés qui auront compris que voilà, l'être humain est capable du pire, mais sous la grâce d'une faute pardonnée, il est capable de faire renaître le meilleur. Moi, je peux en témoigner, moi, parce que j'avais vu l'épisode de Faites entrer l'accusé sur qui s'intitule Le combat de Marie-Rose, donc Oui. Marie-Rose Blétry. Ah oui. À un moment donné, donc, parce qu'on va y revenir, la personne soupçonnée du meurtre, tu la reçois en garde à vue, je crois que c'est à Bordeaux. Pascal Jardin. Exactement. Et donc, au début, il dit non, non, non. Et t'essaies de lui forcer le truc, il veut pas. Et à un moment donné, je crois que vous êtes dehors. Oui. Tu lui donnes cigarette, croissant pour au chocolat, café, je sais pas. Et tu Oui. commences à lui dire, je suis pas là pour vous juger, etc. Oui. Et parce que tu savais qu'il y avait des valeurs chrétiennes Oui. qui étaient votre dénominateur commun. Donc, tu essayais de faire ressortir ça. Et finalement, Mhm. comme tu t'es montré très humain vis-à-vis de lui, il a fini par parler. Oui, c'est exactement ça, oui. Alors, il faut vraiment planter le décor. Hein. Quand j'interroge Pascal Jardin, je suis déjà ab initio en affrontement avec ma hiérarchie, qui n'est absolument pas d'accord, qui voulait m'imposer la façon de l'interroger. Or, c'est un dossier, tout le monde s'en foutait, on va pas se voiler la face. Hein, On peut y revenir justement sur le dossier, justement, vu qu'on y est. Oui, donc le meurtre de Christelle Blétry, hein, qui est assassinée de 123 coups de couteau le 28 décembre 1996 à Blanzy, en Saône-et-Loire, hein, pas très loin de Montceau-les-Mines. C'est une commune qui jouxte Montceau-les-Mines. Et donc, beaucoup d'enquêteurs se sont penchés là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites sur ce dossier-là, ou mal faites, notamment les constatations. Les constatations de scène de crime sont faites par un commissaire principal qui rend une copie qui est médiocre. Voilà. Et en plus de rendre une copie médiocre, le problème, c'est qu'elle est transmise en tant que copie médiocre. C'est-à-dire qu'il était loisible ce qu'on transmet sous la voie hiérarchique. La voie hiérarchique pouvait tout à fait lui dire écoute, t'es gentil, t'en fais un peu plus. L'enquête de voisinage, c'était mon binôme de l'époque, Christophe, dont je parle beaucoup dans le livre, avec beaucoup d'amitié, beaucoup d'admiration, parce que c'est un garçon qui n'a pas été reconnu à la hauteur du travail qu'il a fourni, et je tenais à le dire dans le livre. On fait l'enquête de voisinage 14 ans après le meurtre. Enfin, je ne sais pas si tu imagines le regard des gens chez qui on sonne 14 ans après. Bonjour, on est là pour le meurtre de Christelle Blétry. On fait une enquête de voisinage. Les gens ont carquillé les yeux en disant les flics, vous n'êtes pas pressés quand même. Hein. Donc, en plus, on s'est tapé la honte. Quoi. On s'est tapé la honte à cause d'actes qui auraient dû être faits, qui ne l'ont pas été. Et donc, on arrive. Il y a une liaison très, très subjective qui s'applique entre l'affaire Maïri, que je résous juste avant avec la mise en examen de Jean-Pierre Murat, et l'affaire Blétry, où là, on s'arc-boute avec la nouvelle juge d'instruction, donc Elsa Ossavi, dont je parle dans le livre, qui est une juge d'instruction extraordinaire aussi, qui remplace Emmanuel Vion. On arrive avec cet alignement de planètes favorable à obtenir l'ouverture des cordons de la bourse de la part de la Chambre de l'instruction,
qui est prête à débourser près de 200 000 euros pour des nouvelles analyses, sachant qu'elles ont été faites à 2 reprises et de façon infructueuse. Et on s'arc-boute sur l'argumentation qui est qu'avec les nouvelles techniques de la science, on pourrait cette fois-ci trouver de l'ADN. Et c'est le cas. Et on en identifie Pascal Jardin. Et moi, j'arrive avec le dossier clé en main, c'est-à-dire que l'identification et le travail en amont se fait pendant la période estivale où il n'y a pas grand monde et on avait peur d'une récidive de la part de la juge. Et quand j'arrive avec mon dossier clé en main, parce que la juge m'avait fait promettre de n'en parler à personne, y compris à ma propre hiérarchie, parce que c'était compliqué. On avait à l'époque des raisons de penser qu'il y avait des informations qui s'éventaient. Il ne faut pas se voiler la face, il y a des gens qui parlent et il ne faut pas parler, y compris dans les rangs de la police. Et donc, déjà, je me suis fait donner le compte parce que j'avais gardé l'information pour moi. J'ai tué le fait que je l'avais dit à ma hiérarchie directe et à mes collègues de groupe, parce que je ne pouvais pas, ça aurait été pas malvenu, je le garde que pour moi, et je les ai protégés en ne disant pas que je les avais mises dans la confidence. Donc voilà, j'ai assumé. Hein. Et puis, très rapidement, là, c'était la sortie des marrons du feu. C'est-à-dire que là, la hiérarchie, elle voit l'opportunité de sortir un colcaise, et là se met en place le grand bal des hypocrites, où là, voilà, c'est le dossier numéro 1, on va vous mettre du monde, on va interpeller, patati patata, et puis le gars, tu vas l'interpeller comme ci, et puis tu vas l'interroger comme ça, et puis moi, de les arrêter, de leur dire, écoutez, là, moi, j'ai été seul pendant longtemps pour faire cette enquête-là, je vous ai sorti des marrons du feu, maintenant, si je dois l'interroger, je l'interrogerai de telle manière. Bien sûr. Voilà. Et je peux te dire que c'est le 9 septembre 2014, c'est le jour de mon anniversaire. Ah. C'est aussi le jour de l'anniversaire de la juge. On a arrêté cette date un petit peu exprès. Et pendant les 24 premières heures de garde à vue, mon coco, il se met pas à table. Ouais. Et j'ai appris a posteriori qu'il y avait des paris qui étaient pris dans mon dos, comme quoi j'allais me planter. Donc, bonjour la solidarité policière. C'est toujours quelque chose qui me fait rire, moi. On parle de l'esprit police, on est tous solidaires, on est tous frères. Ça, c'est sur le papier. Et le lendemain, quand j'obtiens ces aveux, mais par contre, si je m'étais planté, j'en aurais entendu parler pendant un sacré bout de temps. Parce que moi, j'ai été impressionné par, comme je te dis, j'ai vu l'épisode, j'ai analysé. Et je me suis dit, il a réussi quand même à obtenir... Oui. Juste par rapport à cette humanité, en fait. Il a senti de l'humain, il s'est dit, il m'a considéré comme un être humain. Oui. Je dois lui donner, en fait, en échange par rapport à ça. Et il le dit, en plus. Hein. Oui, ce qui a été vraiment déterminant, c'est que donc c'est quelqu'un qui avait été... Pascal Jardin se fait prendre, puisque des années après le meurtre de Christelle Blétry, il va agresser à domicile une jeune femme, une prénommée Magali. Il y va déjà en repérage 10 jours auparavant, puis après il retourne 10 jours après, il se fait passer pour un plombier, et il se déshabille dans une salle, dans la cuisine avec le couteau, et il lui demande d'aller à l'autre bout de la pièce pour faire un essai de plomberie et tout. Et donc, elle est agressée à ce moment-là, et c'est le petit copain qui intervient pour la défendre. C'est comme ça que son ADN est versé à la base de données, mais comme on n'a pas trouvé sur la scène de crime Blétry encore d'ADN, ça sera fait bien plus tard, l'ADN de Pascal Jardin tourne sans matcher sur aucun dossier. Et c'est en 2014, quand on relance les analyses, que son ADN match. Mais suite à cette première interpellation, il est incarcéré, sa femme demande le divorce. Il se retrouve seul et il retrouve, en sortant de prison, l'amour en se mariant avec une prénommée Chantal. Il part vivre dans les Landes et il a, avec cette Chantal et les filles de cette dernière, une relation familiale parfaite. Et donc, là où j'ai fait fort, c'est que je lui dis, mais ne vous laissez pas... condamné par l'opinion publique. Ce qui est important, c'est que vous puissiez vous expliquer sur ce geste-là. Je ne suis pas là pour vous juger, encore une fois, mais pensez quand même à ce que représente votre interpellation aux yeux de votre épouse et des filles de cette dernière qui vous appellent papa. Et c'est là que les larmes sont montées à ses yeux, et je lui dis, mais voilà, c'est celui qui doit parler, qui doit dire ce qu'il a vécu, parce qu'il y a une signification profonde à ce que vous avez fait. Il y a votre haine des femmes, vous étiez en difficulté, et c'est là que, en fin de compte, j'ouvre la porte sur la possibilité de pouvoir déposer sans être jugé. Et le premier propos qu'il me tient lorsqu'il décide de se mettre à table, de passer aux aveux, c'est j'espère que vous allez m'aider. Voilà, il demande mon aide pour pouvoir formuler les bons mots. Après, il y a toujours cette possibilité qu'il a eue d'avouer parce que c'était le moment venu et qu'il y avait derrière lui ce calcul de faire ce qu'il fallait pour essayer de prendre le moins possible. Je l'entends, mais c'était pas un marché que je lui avais mis en main comme il l'a affirmé aux assises, en disant qu'il avait fait de faux aveux pour me faire plaisir et puis pour négocier sa peine, ce qui était complètement faux. Mais c'est vrai que cette discussion totalement informelle dans la cour de l'hôtel de police de Bordeaux, aux yeux de tous, pour qu'on puisse pas m'accuser de l'avoir tapé à coups de bottin, voilà. Donc je l'ai menotté à une barrière parce qu'on buvait le café, je lui avais amené sa boîte de cigarettes.
Et il est vrai, amener des pains au chocolat, ce dont m'a fait de vifs reproches l'avocat de la défense. Vous vous rendez compte, vous avez amené des pains au chocolat à mon client. Et j'ai répondu à la présidente, mais madame la présidente, que serait-il advenu de moi si j'avais amené des pains au raisin? Ce qui a provoqué un éclat de rire dans la cour d'assises. Mais voilà, c'est comme ça. C'est souvent avec la clope et le café qu'on obtient des aveux. Parce que ce qui est le plus dérangeant, les gens savent ce qu'ils ont fait. Ils savent qu'ils vont aller en prison. Mais quelque chose qui est intenable pour eux, c'est l'image qu'ils vont avoir aux yeux de leurs proches, aux yeux de la société et tout. Ils passent pour des monstres. Ce qu'ils sont à l'instant T, comme ils le commettent. Mais encore une fois, moi, je suis pas du genre à ostraciser ou condamner un mec pour une chose qu'il a dite ou qu'il a faite, comme on voit dans le monde politique. Oui, il y a 20 ans, vous avez dit dans tel journal que... Oui, mais peut-être il y a 20 ans, c'était un idiot, et depuis, il a grandi, il a compris, il a dépassé. Si Ouais, on c'est ce que enfin, l'avocat général Bigière disait par rapport à François Besse. Il disait, faut pas le condamner pour son passé, mais il faut le condamner Oui, par rapport à ce qu'il a fait aussi. oui, Mais bien sûr, c'est plus le même homme. bien sûr. Mais malheureusement, il n'y a pas de monstre, mais il y a des gens qui commettent des choses monstrueuses. Ah oui, C'est ça. exactement. C'est exactement ça. Et il faut le contextualiser. Moi, mon boulot, c'est de déterminer si oui ou non c'est lui. Et deuxièmement, les conditions dans lesquelles ça a été fait. Donc, il faut contextualiser, puisqu'il n'y a pas seulement que la réponse binaire coupable, non coupable, Mhm. il y a aussi la durée de la condamnation. Et est-ce que c'est adapté? Et qu'est-ce qu'il doit y avoir en parallèle? Et est-ce qu'on doit lui priver d'autres choses en parallèle? Toutes ces questions-là, c'est le travail policier, le travail des enquêteurs sociaux, le travail des magistrats qui se fait lors de l'instruction. Et ça se fait pas au hasard. Ça se fait pas au hasard. Les gens n'imaginent pas la complexité que ça peut avoir. Et vous êtes au carrefour humain de tout ça. Et c'est pour ça que moi, je suis allé présenter mes excuses au fils de Pascal Jardin, donc Michael, en appel. Et je lui ai dit, je suis vraiment désolé, si votre père est en prison aujourd'hui, c'est de ma faute. Et j'étais en larmes quand je lui ai dit ça. C'est ça qui est dingue. J'étais ému parce que c'était un garçon d'un courage incroyable qui est allé voir son père. Il venait d'avoir sa petite fille et il lui a dit, papa, je ne présenterai jamais ta petite fille à un menteur. Donc reconnais ce que tu as fait. Pour moi, il n'y a absolument aucun doute. Et il a dit, non, non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Le gars, il a continué à maintenir que c'était pas lui, renonçant à avoir la visite de sa petite fille. Et quand je me suis excusé, Michael Jardin m'a engueulé, il m'a dit, je vous interdis de dire ça. Mon père, s'il en est là aujourd'hui, c'est uniquement de son fait, pas du vôtre. Vous n'avez fait que votre travail et vous l'avez bien fait. En plus, je crois que tu lui dis en garde à vue, enfin, quand vous êtes dans la cour, en fait, tu dis, dans d'autres circonstances, ça aurait pu être un Oui, ami, parce qu'on bien sûr, s'entend bien, mais bien sûr. malheureusement, Bien sûr, bien sûr. Oui, on n'est pas dans Minority Report. Hein. Les gens qui ont commis l'impensable sont des gens comme toi et moi. C'est ça qui est dingue. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, voilà, il y a un plomb qui saute et les gens commettent des atrocités à ce point-là? C'est à la fois passionnant, mais c'est extrêmement effrayant parce que ça en dit long sur la nature humaine et ça nous amène inévitablement à nous poser la question de notre parcours, ce que nous sommes, ce que nous avons reçu depuis notre plus tendre enfance. Et je pense que le meilleur terrain de bataille pour vaincre l'indélinquance, c'est la famille, c'est l'éducation. Les gens doivent s'élever, ben, comme c'est un peu le but de ton émission, c'est pour ça que j'ai spontanément dit oui à ton aimable invitation. C'est voilà, il faut dialoguer, il faut se montrer tel qu'il est, il faut que les gens connaissent ceux qui sont en face, arrêtent de les juger sans savoir. Non, tous les flics sont pas des gens violents et racistes. Non, tous les jeunes des quartiers sont pas des délinquants. Non, tous les avocats sont pas des menteurs. Non, on doit prendre en considération chaque parcours humain comme étant une histoire sacrée. C'est ça le but de mon travail. Parce que tu disais justement, le fait de savoir comment quelqu'un peut passer à l'acte, c'est la banalité du mal, en fait. Oui, 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 oui. Et puis en plus, le mal a réussi à convaincre la société qu'il n'existait pas. C'est Ouais. ça le pire. C'est qu'on sait même plus où est-ce qu'il se cache, on sait même plus si c'est des travers individuels. Là, je suis en train de faire actuellement, j'ai repris mes études de sociologie à l'université et je suis en train de faire un mémoire sur le sentiment d'appartenance, dont la rupture est certainement à la cause des phénomènes de suicide de façon générale, mais en particulier, ce qui m'intéresse, tu l'auras compris, c'est au sein de la police nationale. Donc, je vais encore avoir une belle occasion de me faire plein de copains, mais ça m'intéresse. Ce qui est important, c'est le lien social. Dans la commission de la violence, il y a ce défoulement de haine, de frustration qu'on a dans nos problèmes à avoir des relations sociales, que ce soit dans notre relation amoureuse, notre relation familiale, notre relation de voisinage, ou même dans la place que l'on a au sein de la société.
Voilà, les gens ne savent plus où est-ce qu'ils en sont. On est dans une société de consommation. On n'est plus satisfait de rien, ou alors très très peu de temps. Voilà, l'homme a perdu le sens de sa finalité. Voilà, l'humanité n'a plus de finalité. Et on pourra essayer de tourner, rajouter des policiers, des caméras de vidéosurveillance, augmenter les quantums de peine, accélérer les procédures. Tant qu'on n'aura pas remis l'éducation humaine la plus fondamentale au cœur de l'équation, on ne s'en sortira pas. Alors toi c'est l'humain qui est vraiment central et c'est Ah bien. oui, 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 oui. Ça me fait penser à un titre d'un livre de Nietzsche, Humain, trop humain. Ah oui. Non, mais franchement, c'est passionnant, c'est intéressant. D'ailleurs, on parlait d'humain. Il y a Francis Béchet qui disait travaille ton humain, Raphaël. Ah oui, alors oui, oui. Alors là, oui, parce que j'ai pas toujours été comme ça, hein. J'étais un petit peu jeune, j'avais des a priori, tout simplement. J'avais reçu une socialisation qui était issue de mon milieu, voilà, et puis j'avais des a priori sur certaines personnes. Et c'est ces anciens flics qui m'ont appris à être plus humain. C'est quand même ça qui est dingue. Et ce qui pourrait tordre le cou à bien des préjugés, justement, sur la police nationale. Il avait repris à son compte une phrase que m'avait dit mon parrain, qui était prêtre canadien, le père John Thomas, qui malheureusement nous a quittés en 2015. Père son âme. Et oui, père son âme, et qui me disait, avec son accent, Raphaël, travaille ton humain. Qui me disait comme ça. Et j'avais dit ça à mes collègues, et Francis m'avait dit, mais il a tout à fait raison. Et donc il me le répétait, puis il me mettait une grande claque derrière la tête. Voilà. Bah Donc, oui, comme quoi ça a fonctionné. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ce prêtre-là, je trouve que c'est important de le dire. À un moment donné, il te dit tu es un idéaliste, Raphaël, la vie est dure pour les idéalistes, elle est dure. Mais après, toi, tu dis elle est dure, mais je refuse de les perdre, ces idéaux. Oui. C'est vrai que lorsque tu as des idéaux à défendre, c'est compliqué dans un monde où Oui. dans un monde où il n'y a pas vraiment d'idéal, où Oui. on vit au jour le jour et les gens comme toi, justement, on les combat. Oui, parce qu'encore une fois, on est les empêcheurs de tourner en rond. Parce que les gens, ils ont quand même, tu sais, c'est comme Tintin et Milou. Dans le désert, là, il y a Milou, là, qui pourrait aider Tintin, mais il faut pas qu'il ramasse l'os. Alors, il a le Milou rouge et puis le Milou blanc avec les petites ailes. On est tous un petit peu comme ça, et je pense que cette petite voix qui nous dit ah, celui-là, avec ses belles idées, il est quand même gênant, hein, parce qu'il vient nous perturber dans notre petit bonheur égocentrique et égoïste. C'est ça, et pourtant je suis pas du tout les gens qui me connaissent savent que je suis très lent à la colère. Alors je suis bougon, hein. Je suis très bougon. Ma femme, elle serait là, elle me dirait ouais, quand même un bon râleur. Mais je suis tellement lent à la colère, puis tellement gentil, généreux et désintéressé surtout. Mais il y a un truc à côté duquel je ne passe pas, il y a des choses sur lesquelles je ne transige pas. C'est vraiment la sincérité, l'hypocrisie. Je conçois le mensonge. Les gens mentent pour se défendre, parce que c'est dans leur nature, parce qu'ils ont honte ou autre. Mais l'hypocrisie. C'est Bertolt Brecht qui disait la personne qui refuse de connaître la vérité est un imbécile. Mais celui qui, la connaissant, la présente comme un mensonge est un criminel. Voilà. C'est ça le problème de l'hypocrisie. C'est qu'il y a des choses qui sont devant nos yeux, c'est la vérité, c'est la réalité qui se passe sur le terrain, et on hurle au mensonge. Ça, c'est criminel. On devrait arrêter. Et dans le monde politique en ce moment, c'est que ça. Mais en tout cas, c'est profond. Et pour revenir justement, là, on a parlé de l'affaire Blétry, pardon. Oui. Revenons aussi sur l'autre cold case qui t'a rendu quand même Oui. célèbre, à savoir l'affaire Maïri, donc de Oui. 86. Tu as réussi à résoudre ça. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que tu prends le dossier et l'une des premières choses que tu veux faire, c'est rencontrer la maman. Oui. Et voilà, je te laisse. Eh ben, c'est autant une nécessité policière, parce qu'il y a des éléments qui me manquent, hein, moi, dans ma grille de reprise. Donc, c'est le fameux dossier que tu disais tout à l'heure. Je prends une semaine de congé. Mhm. Parce qu'on me dit, bon, l'école caisse, c'est au fil de l'eau. C'est comme ça qu'on me dit, au fil de l'eau. D'accord. Donc, je le prends. Et puis, surtout, c'est que le dossier, il me passionne. Les photos sont en noir et blanc. Donc, je fais de la photographie noir et blanc. Donc, voilà. Et puis, c'est les carbones, les pelures. Donc, c'est passionnant. Et je reprends tout à zéro. Je fais des tableaux synoptiques, mais PV par PV. Puis, je note les incohérences, les trucs qui vont pas. Je referme les portes. Et puis, je regarde sur les hypothèses qui sont retenues, qu'est-ce qui est fantaisiste et qu'est-ce qui mérite d'être encore conservé, creusé comme étant un début de commencement de preuve. Voilà. Et il arrive un moment où j'ai besoin de poser des questions à la maman, et là, je prends mon courage à deux mains, puisque
Je sais que ce sont des gens qui sont en colère. Moi, je sais que Marie, puisque Marie Pichon est la maman de Christelle Maïri, Marie veut plus entendre parler de la police. Elle veut un dessaisissement au profit de la gendarmerie. Donc, je décide de les rencontrer. Donc, je les appelle et elle accepte de me rencontrer, non pas chez elle, mais chez sa fille aînée, Pascale, l'aînée de Christelle, voilà, qui est une jeune femme extraordinairement courageuse, qui a beaucoup souffert dans sa vie. Et je les rencontre à Paray-le-Monial, donc courant 2009, ça va être au mois d'août, il me semble, de mémoire. Et, et là, moi, je joue carte sur table, je me présente, j'explique ce que je vais faire et tout. Donc au début, les regards sont durs. Hein, et au bout d'un moment, elle me dit, mais vous allez faire quoi de plus? Et là, je leur explique, ben moi, je vais tout reprendre à zéro. Voilà, tout simplement. Et puis vous donner des vraies réponses. Voilà, tout simplement. Tu lui fais un serment carrément. Oui, oui, oui. Alors, non seulement je lui promets de ne pas la laisser tomber, et puis surtout de lui rendre compte du travail que je fais. Et c'est à partir de là que je m'engage à lui donner des nouvelles de moi et de mes investigations à hauteur d'une fois tous les 15 jours, 3 semaines. Ce que je fais fidèlement, invariablement. Donc là, on est en 2009. Aujourd'hui, on est en 2025. Donc quand l'affaire s'est terminée en 2015 avec la condamnation en appel et puis le pourvoi en cassation qui n'a rien donné, confirmant les 20 ans de réclusion auxquels a été condamné Jean-Pierre Murat. La première chose que m'a dit Marie, elle m'a dit mais maintenant, vous allez m'oublier. J'avais fait mon travail de policier, j'avais aucune raison, puisque je ne l'avais jamais fait avant, de rester en contact avec les familles des victimes, mais pas avec Marie. Et je lui dis non, Marie, avec ce qu'on a traversé, on a traversé les ténèbres. C'est quand même le premier et le seul cold case en France, à ma connaissance, sur lesquels personne ne jurait, n'aurait pris le moindre pari. Pourtant, il y avait beaucoup de choses. Il y avait des évidences, des paroles, oui, mais les etc. scellés avaient été détruits. Ouais. Et de nos jours, les cold cases en France, quand on entend parler de cold cases dans les médias, tout de suite, tu entends 2 mots, c'est ADN et gendarmerie. Voilà. Experts, des blouses blanches, voilà. Comme si les cold cases, maintenant, ça peut être que ça. Ça en est même à un point, c'est l'effet pervers, c'est t'as solutionné le cold case, mais il y avait de l'ADN? Ben non, il n'y avait pas d'ADN. Donc les gens te regardent avec des yeux de merlan frit, des truites qui ont 6 semaines de pelouse, et puis t'es obligé de leur expliquer qu'il n'y a pas que l'ADN. L'ADN n'est pas la reine des preuves. Et donc Marie, je suis resté en contact avec elle, et encore aujourd'hui, je passe pas plus de 3 semaines sans lui donner de mes nouvelles. Et puis elle a été durement éprouvée, elle a été gravement atteinte par la maladie, donc j'étais là. Elle a perdu son mari l'an dernier, j'étais là, et puis sa fille Christelle ayant été assassinée le 18 mars 86, elle a perdu en l'espace de 24 heures sa fille et son père. Son père venait d'avoir un accident de circulation la veille de la mort de Christelle, le 17. Christelle meurt le 18, son père meurt le 19, donc elle enterre son père et sa fille le même jour. Donc ça peut pas laisser quelqu'un indifférent. Donc là, dernièrement, à Noël, comme je sais que c'est pas un moment de fête pour elle, je l'ai invitée à la maison, où je lui ai préparé un bon repas. Voilà, et elle est venue à la maison. Et franchement, c'est tout à ton honneur, et c'est vraiment touchant. J'en ai besoin. Mais c'est moi qui la remercie. C'est moi qui la remercie parce que faut imaginer quand même que le policier n'est rien sans l'enquête qu'il doit résoudre. Donc n'est rien sans ces gens qui meurent. Comme l'enseignant n'est rien sans ses élèves et le médecin n'est rien sans ses malades. Un médecin qui est dans un pays où il n'y a pas de malades, il sert à quoi? À rien. C'est justement la preuve de cette empathie qu'il a, de cette appétence pour la nature humaine qu'il a, qui fait qu'il est ce qu'il est. Voilà, et c'est pareil pour le policier. Et moi, je sais que Marie, il n'y aurait pas eu Marie. Et puis 10 ans plus tard, il n'y aurait pas eu Christelle, la création de l'association. Donc cette pression qui a été exercée, qui nous a mis en demeure, nous, policiers, d'avancer, il n'y aurait pas eu tout ça, il n'y aurait pas l'obstiné, il n'y aurait pas cette rencontre entre toi et moi aujourd'hui. Donc il faut avoir le sens de la temporalité, il faut avoir le sens du sacrifice humain et remettre les choses en perspective. En tout cas, tu sais, c'est marrant parce que ça me fait penser à des commentaires que je lisais sous des vidéos où tu étais concerné. Des gens qui disaient « Ce policier me réconcilie avec l'humanité ». Oui, ça, moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Je préfère franchement que des gens mettent ça en encart
sur un site marchand de livres que d'être invité à des soirées où on me remet une médaille ou un truc dans ce genre-là. Franchement, pour moi, il n'y a Ouais. aucune comparaison. Parce que les commentaires ils étaient unanimes qui disaient ouais, mais lui, il n'est pas à la recherche de la gloire et de l'argent, mais que la vérité, Oui. résoudre. À l'argent, c'est clair, non, j'en ai pas. Non, ouais, c'est ce qui se disait, tu vois. Je Ouais. me suis amusé à lire les Ouais, commentaires et ouais, en ouais. fait, les gens étaient unanimes par rapport à Oui. toi. Ils étaient vraiment touchés C'est ce que me disent les gens. par ton approche, oui. Comme je te dis, tu détonnes en fait dans le paysage. Oui. Oui, mais toujours, depuis tout petit, déjà. Moi, j'ai failli mourir 2 fois dans ma vie, hein. Une fois à l'âge de 4 ans, j'ai été écrasé par une voiture. Et une fois à l'âge de 44 ans, toi, 44, on va chercher la symbolique du chiffre, où là, je fais un infarctus, je m'effondre, abandonné, et dans ma sphère familiale et dans ma sphère professionnelle. Donc la question de la mort a toujours été inéluctable pour moi. J'ai marché à côté de ma mort toute ma vie, mais aujourd'hui, je sais que ce que l'on fait maintenant résonne dans l'éternité, et je ne spécule que sur des choses qui ont de véritables valeurs. Donc déjà, moi, tout ce qui est matériel, je m'en fiche à un plus haut point. J'agis avec mon cœur, rencontrer des gens comme notre rencontre aujourd'hui. Mhm. Tu m'as invité, ma réponse s'est faite en un quart de seconde. Non, il fallait que ça se fasse parce que tout ça, c'est des vecteurs de rencontres et on vit notre humanité à fond et on se donne tel qu'on est. C'est dans la nature humaine de se donner. Il n'y a pas à chercher. L'être humain est fait d'amour et le propre de l'amour, c'est qu'il ne peut pas rester seul. Donc il doit se donner. Et le plus difficile, c'est d'arriver à tenir ce discours-là dans un milieu aussi terrible, aussi hiérarchisé, aussi vertical que celui de la police, parce que l'institution dans son ensemble est d'une froideur incommensurable. Et elle ne s'intéresse pas du tout à ce genre de considération farfelue d'un mec chauve de 53 ans. Donc, arriver à le vivre dans mon métier, c'était mon challenge. J'ai toujours voulu le vivre comme ça. Et grâce à Marie, grâce à leur sacrifice, de toutes ces personnes qui ont souffert la disparition d'un proche, j'ai pu le vivre. Donc, c'est à moi de dire merci, Mm, pas mm, l'inverse. mm, mm. Mais tu sais, dans ces 2 cold cases, moi, j'ai remarqué 2 choses. Les 2 personnes tuées s'appellent Christelle. Oui. Elles sont décédées à 10 ans d'intervalle en décembre. Oui. Et les 2 mamans portent le prénom Marie. Oui. Eh ben, tu veux que je te mette le ravioli au courbouillon? Christelle Blétry est enterrée au carré 9N du cimetière de Blanzy. 9N. N, donc c'est le premier nom de mon prénom. Et 9, je suis né le 9/09/1972. C'était de 9. Elle a un frère et une sœur. Sa sœur s'appelle Myriam, c'est le prénom de ma mère. Et son frère s'appelle Nicolas, c'est le prénom de mon père. Incroyable. Voilà. Ah, vous étiez, ouais. C'était... J'ai j'ai été missionné pour me prendre le mur en pleine tête. Ah bah oui, ah bah là, il n'y a pas à dire. Voilà. Et je vais revenir justement par rapport à Christelle Mahéry. Quand tu mènes l'enquête, à un moment donné, j'ai lu dans ton livre que tu dis, tu vas te recueillir carrément, tu regardes les ossements, tu remets, tu reconstitues, tout. Je me suis dit, mais elle est vraiment... Là, t'es plus que dedans, en fait. Là, oui, il y a 2 choses. Il y a effectivement... il y avait eu un reportage, d'ailleurs, c'était grand reportage avec Michel Fine sur TF1, où j'avais été donc sollicité. Alors, c'est marrant parce que moi, à l'époque, je ne voulais pas passer à la télé. Je ne voulais absolument pas. J'en faisais... voilà, c'était... Pourquoi ? J'avais été... Alors, pour plusieurs raisons, déjà. J'avais été un peu élevé par les anciens du 36 avec la haine du journaleux. Voilà. Et encore une fois, c'était une idée préconçue. Et j'ai rencontré, et pas qu'un, beaucoup de journalistes, hommes, femmes, absolument extraordinaires. Absolument extraordinaires, qui m'ont tordu le cou de cette idée préconçue, qui était vraiment là pour la manifestation de la vérité et savoir quel était le petit rouage humain qui était au milieu de tout ça, qui faisait que la sauce avait pris de cette façon-là. Voilà. Et donc, je voulais absolument pas participer à cette émission-là. Bon. L'émission m'est imposée par mon directeur de l'époque, celui-même qui voulait pas que je sois soutenu à la veille du procès de l'affaire Mahéry. C'était à l'époque où on était dans la reconstitution de l'affaire Blétry. Donc il y avait le procès de l'un et la reconstitution de l'affaire de l'autre. Et donc Michel Fine me suit, m'interviewe et tout. Et donc, il y a un moment, on fait un moment de tournage et elle me dit mais comment tu fais pour tenir comme ça ? Parce que entre le moment où tu reprends le dossier en 2009 et le moment où c'est jugé en 2015, c'est long. Et puis, tu en as refermé des portes et pas eu des moments de désespérance.
Et je lui explique, écoute, moi j'ai un truc qui est perso, et je ne peux pas en parler parce qu'on ne fait pas de prosélytisme religieux Mhm. dans l'administration française. Hein. C'est interdit de porter une croix. Voilà, mais moi je suis chrétien, et si tu veux, comme l'idée de la mort a toujours été dans son inéluctabilité quelque chose de prégnant pour moi, j'allais chercher la force dans la prière, et pas à n'importe quel endroit. J'allais me recueillir sur sa tombe en allant me confronter à la froideur du marbre. C'est la phrase exactement que j'avais sortie. Donc on me filme à un moment, et ils me suivent dans ce cimetière qui est un endroit, moi personnellement, je trouve merveilleux. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais en mission, ou même quand j'étais sur mon temps personnel, je passais par là, je m'arrêtais, je m'y arrête toujours, hein, je m'y arrête toujours, parce que il y a toujours la famille de Christelle qu'il faut aider jusqu'au bout. Donc ils ont aussi un travail, je dois être là pour eux. Et j'allais me recueillir sur cette tombe-là pour essayer de trouver de l'énergie. Et une fois que c'est passé à la télévision, mais je me suis fait railler par ma hiérarchie, qui a été d'un cynisme, qui a été d'une méchanceté avec moi, mais incommensurable et tout. Et j'ai été obligé de. Donc, m'a dit oui, j'ai regardé ce passage-là. En plus, j'avais un ami magistrat à la maison. C'est bien foutu de votre gueule, mais carrément. Hein. Carrément de l'humiliation et tout. Donc, moi, je me suis pas laissé faire. Je suis resté très, très calme. Et je lui ai mis. Je lui ai dit exactement ce que je pensais de son humanité. Donc, c'était quand même assez sec et tout. Mais j'avais besoin de ça. C'était important pour moi. Il y a une dimension spirituelle à notre travail. Je ne peux pas en parler. J'ai été amené par le biais des interviews auxquelles j'étais invité à m'exprimer sur ce sujet-là. Les gens sont très demandeurs. Les gens sont beaucoup plus demandeurs. Et donc, j'ai été obligé de sortir un petit peu de ma réserve et de parler de ça. Alors, je parle en qualité d'auteur du livre, non pas en qualité de policier. Donc, j'ai une certaine liberté d'expression de ce côté-là. Sinon, je serais soumis à un devoir de réserve, hein, bien évidemment. Mais c'est une évidence, selon moi. Je pense que essayer d'écarter quelle que soit la religion, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Hein. Bien sûr. Je parle vraiment de ce qui fait que nous ne sommes pas que des corps. On a un principe radical de vie qui est en nous. Je pense que beaucoup de gens le savent, le sentent, élutent cette question-là, se plongent dans l'ivresse parce qu'ils ont peur de répondre à cette question-là. Mais pour moi, c'est une question qui est centrale, elle est évidente. Voilà, de toute façon, moi, je l'ai vu dans ton livre, La place de la foi, Oui, qui est centrale oui, pour bien toi. sûr. Mm. Et c'est tout à ton honneur, justement, Oui, c'est prégnant, c'est présent. oui, Et oui, parce que se pose derrière la question dans notre société du combat spirituel. Mhm. Et c'est un combat auquel pas seulement les policiers sont menés. Tout le monde, hein, je parlais tout à l'heure des enseignants, des assistants sociaux, des médecins, tout le monde, tout le monde. On l'a bien vu, cette émergence, lorsqu'il y a eu la crise sanitaire de la Covid. Hein, on a eu deux types de populations qui s'est dressées l'une contre l'autre. On avait d'un côté ceux qui cousaient des masques, qui faisaient des relais pour amener des bouteilles d'eau à des gens qui ne pouvaient pas ramener leurs courses. Voilà, et puis de l'autre côté, on avait des gens qui remplissaient leur caddie de PQ et de pâtes. Voilà. Voilà, ceux qui étaient vraiment empathiques, et puis ceux qui se recroquevillent comme des escargots au fond de leur coquille. Voilà. C'est les deux pendant le yin et le yang. Ah ouais, non, mais moi, je bois tes paroles et franchement, c'est vraiment bien, tu vois. C'est rare que des gens parlent de foi Oui. aussi librement et Mm. franchement, c'est une bonne chose. Et justement, là, on a parlé de la foi. Moi, je vais revenir sur, déjà, par rapport aux mères Marie-Christelle Blétry et Marie Pichon. Est-ce que le fait que tu sois aujourd'hui encore proche de ces femmes, est-ce que ça t'a été reproché d'être aussi proche de ces... Oui. Parce Oui, que je oui, crois que tu en parles dans ton livre oui, à un oui, moment ça m'a été donné. reproché aux assises. Ça m'a été reproché par les avocats de la défense aux assises. Alors, c'est justement là que j'explique la prudence qui a été la nôtre. Mhm. C'est-à-dire que Marie-Rose Blétry et Marie Pichon sont deux femmes avec lesquelles je suis toujours en contact, mais évidemment, beaucoup plus étroitement pour Marie, parce que Marie, il y a un lien quasi filial qui s'est Ouais, instauré entre moi. exactement. Elle le dit à un moment Oui, dans Fait entrer l'accusé. Elle dit, excuse-moi, sans te couper, elle dit, Raphaël, c'est comme mon fils aujourd'hui. oui, oui, c'est un petit peu comme le fils qu'elle n'a jamais eu, parce qu'elle a eu 3 filles. Mhm. Et c'est vrai que voilà, j'ai un sentiment de protection filiale à son égard. Je lui ai proposé, c'était l'an dernier, ce qu'on se tutoie. Et elle a refusé. Elle m'a dit non, j'ai tellement de respect pour vous, tellement d'admiration pour vous, je n'y arriverai jamais. Alors ça m'a scié les pattes. Donc j'ai pas insisté parce que d'abord on n'insiste pas avec Marie, voilà. Et puis voilà. Mais ce que je précise toujours, c'est que on s'est appelé, ça a été Madame Pichon et Madame Blétry jusqu'à la Cour de cassation.
Une fois que l'affaire a atteint l'autorité de la chose jugée, c'est devenu Marie-Rose, c'est devenu Marie. Et on a pu avoir une relation autre, c'est-à-dire des visites par pure amitié. Et quand je me suis remarié avec Stéphanie, dont je parle dans le livre, Mhm. Marie et Marie-Rose étaient à l'église. Exact, c'est vrai. Ouais, oui, oui, elles étaient là. Elles Tu étaient le dis, là. tu l'as dit. Il y a eu très très peu d'invités. On devait être une petite trentaine au mariage, mais toutes les deux, elles étaient là. Mm, mm, Oui. Magnifique, franchement, Mm. c'est vraiment touchant. Donc, tout à l'heure, je te disais qu'on parlait deux fois, mais je vais revenir sur une chose, c'est la santé. Oui, Parce que tu l'as évoqué, mais tu as eu deux burn-out. oui. Deux burn-out, une dépression nerveuse et un infarctus. Et tu es toujours là, solide. Oui, je suis toujours là. Alors solide, beaucoup plus solide que fut un temps, puisque j'ai commencé déjà par le burn-out que lorsque j'étais à la PJ de Dijon, et ça s'est fait parallèlement à ma séparation, à mon divorce. Voilà, ça a été, Tu as tout cumulé, en fait. ouais, j'ai tout cumulé, j'ai tout perdu, la maison, Parce la que, femme, ouais, les gosses. effectivement, dans ton livre, tu dis à un moment donné, tu pètes un câble par rapport à ton ex-femme, tu lui C'est dis ça, qu'en gros, il n'y a plus rien, quoi. c'est Et à un ça. moment donné, tu décides de partir C'est et. ça, c'est ça. Oui, oui, je me suis marié dans un milieu catholique, alors elle de son côté traditionnaliste, limite intégriste. Et c'est vrai que voilà, elle n'était pas au rendez-vous de ce que j'attendais d'elle, à savoir un soutien, puis surtout une intelligence du cœur. Voilà, intelligence du cœur qui est une intelligence que je place au-dessus de l'intellect. C'est cette volonté que l'on a d'être empathique et d'être vraiment à l'écoute des aspirations profondes de la personne qui partage votre vie. Et donc j'aurais espéré qu'elle fût au moins mon amie, vrai, dans le sens où moi je place l'amitié à une telle hauteur et ça n'a pas été le cas. Et donc je suis parti et malheureusement ça m'a coûté cher aussi avec mes enfants puisque ça m'a éloigné de ma fille aînée. Voilà, ça m'a beaucoup rapproché de mon fils, mon deuxième fils qui lui a demandé à venir vivre avec moi. Voilà, mais je suis parti seul, sans mes affaires, sans rien. Et donc la burn-out s'est transformée en dépression nerveuse. Donc c'était très très compliqué, je tenais plus debout, j'avais des vertiges, voilà. Et alors que je suis en train de me reconstruire tout doucement dans un service où je suis extrêmement mal accueilli à Chalon-sur-Saône, puisque voilà, j'ai eu mon petit comité d'accueil avec des gens qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui, donc je ne dirai rien de Ok. plus et je prie pour eux, pour vraiment, voilà, pour le repos de leur âme. Alors que je suis en train de me reconstruire, que je viens de rencontrer Stéphanie quelques mois auparavant, je m'effondre d'un infarctus en octobre 2016 et c'est là que je décide d'écrire mon livre. Puisque voilà, j'ai fait la démonstration que pour ces cold cases prétendument insolubles et pour lesquels on s'est fait ridiculiser plus d'une fois, que tout était possible, mais je m'effondre au moment où je dois porter la synthèse du travail acharné qui a été fait malgré l'adversité devant la cour d'assises, et physiquement, je ne suis pas capable de le faire. Et je dépose en janvier 2015 la première instance, donc le premier procès d'assises dans l'affaire Blétry, alors que je suis en convalescence de mon infarctus. Et je tiens à peine debout. Et j'en fais la réflexion à la présidente de la cour d'assises en disant, écoutez, je suis embêté parce que normalement, une déposition en cour d'assises, c'est une prise de service. Donc s'il m'arrive quelque chose, je suis en service. Mais mon administration a refusé que je reprenne parce que je suis en convalescence. Donc je suis sans filet, je suis sans rien. S'il m'arrive un truc aujourd'hui, c'est pour ma pomme. Je ne serai pas couvert par mon institution. Et il m'a été fait le reproche d'avoir osé dire ça. Donc mon administration m'a reproché d'avoir dit ça devant la présidente de la cour d'assises. Donc je pouvais même pas dire je suis dans une difficulté pas possible dans un dossier qui défraye la chronique et je ne suis absolument pas soutenu. J'ai eu le malheur de dire ça et là, voilà. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est terrible. Oui, oui. Franchement, c'est de la persécution terrible. Oui, oui, mais moi j'ai dépassé tout ça. Franchement, je suis extrêmement apaisé. Encore une fois, la hiérarchie que j'ai aujourd'hui est super. C'est la foi qui t'a permis Oui, de oui, surmonter tout ça? parce que tout ça n'est rien, et c'est ce que je dis, c'est ce que je suis en train de bosser dans mon mémoire. Moi, j'ai des collègues qui ont mis fin à leur jour. Ils ont eu le délitement de leur sentiment d'appartenance, aussi bien dans leur sphère personnelle que dans leur sphère privée. Moi, mes deux sphères se sont effondrées. Pourquoi je n'ai jamais eu d'idée suicidaire? Et c'est cette question qui me taraude aujourd'hui. C'est le travail que je suis en train d'accomplir, ce travail de vérité que j'essaye d'accomplir dans mon mémoire de sociologie pour préparer mon deuxième ouvrage, hein, parce que je pense qu'il y en aura un deuxième où Ah. j'expliquerai justement avec transparence ce qu'est la vie d'un flic au cœur de notre société, Mhm. avec justement ce que représente comme risque le fait de se montrer sincèrement humain dans notre société en portant un uniforme de flic. Voilà. Franchement, je suis. Encore une fois, pour tordre le cou aux idées reçues sur la police. Exactement. Ouais.
Parce que, voilà, et moi, je dirais à quel point les gens que j'ai rencontrés, mais il y a des meurtriers que j'ai fait avouer, pour lesquels, et attention, là, je vais fâcher du monde, mais je m'en fous, pour lesquels j'ai plus d'estime que certains de mes collègues qui étaient des cyniques de base, parce qu'ils ont fait du mal autour d'eux. Voilà, mais encore une fois, on a cette hypocrisie. On refuse de reconnaître le mal qu'on peut faire. C'est impressionnant. Moi, j'ai des gens, des meurtriers qui ont avoué et qu'on vomi dans la poubelle et qu'on dit de toute façon, je serai condamné, je ne ferai pas appel. Ce que j'ai fait, ça relève de l'indicible, c'est injustifiable, c'est inqualifiable. Jamais je ne pourrai réparer ce que j'ai fait. J'irai en prison, point barre. Les gars ont été condamnés et ils n'ont pas fait appel. Voilà. Donc, c'est des gens qui assument ce qu'ils ont été pendant un moment, qu'on fait d'eux des monstres. Alors, j'espère qu'ils sortiront un jour et qu'ils ne seront plus un danger pour la société et que, voilà, ils auront la possibilité de vivre leur humanité telle que celle-là nous est tous proposée. Mais ça nous est tous proposé, mais quand on voit ce que certains font de leur humanité, ça laisse quand même... enfin, ça prête à penser, quand même. Après, la société ne te pousse pas forcément à montrer une certaine humanité Oui. parce que Oui. tu es considéré comme faible. Oui, de part, de toute façon, mais même quand tu rentres dans la police, déjà, tu es obligé de faire la preuve de ce que tu es, et tu es recruté déjà pour correspondre à un schéma. Donc, tu es obligé de caviarder ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon de te comporter. Faut être flic avant d'être flic. C'est quand même marrant. Donc, il y a des gens qui sont capables de le vivre, cette dissension-là. Puis il y en a d'autres, ils le vivent pas bien. Ce qu'on appelle des crises d'évocation. Et là, ces gens-là, il faut pouvoir les détecter, il faut pouvoir les aider avec bienveillance en disant « T'as tenté, t'y es pas arrivé, reconvertis-toi et on va t'aider à te reconvertir. » Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais Raphaël, Oui. 2 burn-out, un infarctus. Est-ce que tu as eu peur? J'ai failli ravaler mon bulletin de naissance. Ce qui est clair, c'est que quand j'ai fait mon infarctus, oui, j'ai eu clairement peur de mourir et puis j'ai eu peur que mes enfants se retrouvent sans moi. Et j'ai eu peur de la mort. D'ailleurs, les médecins qui m'ont suivi m'ont dit que je la vis ce phénomène-là pendant 5-6 ans, ce qui a été le cas. J'ai mis 5-6 ans à m'en remettre, où il n'y a pas un jour où je me disais pas je vais mourir, je vais crever. Et ça a généré notamment une rechute dans mon deuxième burn-out que j'ai eu en 2018. Et là, c'était 2018-2020 a été pour moi la période la plus difficile de toutes, puisqu'il y avait toujours cette médiatisation galopante pour laquelle on me retenait. Vraiment, on me retenait, ma hiérarchie était demandeuse d'absolument tout. Ah oui. Je devais faire des demandes d'autorisation SICOP, c'était l'horreur. Pourtant, j'avais montré patte blanche, comme quoi j'avais le respect quand même de l'institution, le respect de l'humanité, le respect des lois. Voilà. Mais non, il fallait toujours que je montre que j'étais digne de confiance et tout. Et là, j'ai fait un deuxième burn-out et là, j'étais pris, et c'était horrible, j'étais pris d'attaques de panique. 5 à 6 attaques de panique par jour. Donc, c'est cette sensation que tu as de mort imminente, où tu reconnais plus le monde qui t'entoure, tu reconnais plus la ville où tu es, et tu as l'impression que tu vas mourir. Voilà. Tu respires, tu as l'impression que l'air ne rentre pas. Et là, c'était un travail énorme. Et c'est un travail que j'ai accompli seul. L'institution ne m'a absolument pas aidé. Alors, on a des psychologues qui vous appellent. Voilà, vous lui parlez au téléphone, mais derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas de possibilité de retrait, il n'y a pas de possibilité de mise en protection. Non, il y a un travail. Il y a des choses très bien qui sont faites, mais c'est pas assez. C'est pas assez, mais il faut qu'on regarde la réalité de la situation en face. Parce que là, on parle de santé, mais tu dis un moment dans ton livre, lorsque toi, tu étais très proche de ta grand-mère maternelle, il me semble. La seule que j'ai connue. Voilà. Oui. Et très, très proche, et elle décède. Et toi, je crois que c'est à 12 ans et demi, si je me trompe pas. C'est exactement ça. Tu commences à perdre sourcils, cheveux, etc. C'est ça. Donc, on essaie de consulter dermato, etc. Et finalement, en fait, c'était juste... C'était un choc psychique que tu as eu, qui a eu des conséquences sur ton apparence physique, qu'on voit ici. Oui, c'est ça. Et tu dis que tu es hanté par la mort depuis ces 12 ans. Oui. Et moi, je me disais, est-ce que le fait de vivre ces choses-là, tu vois, les cold cases, le fait d'être confronté à la mort, etc., ça n'a pas des conséquences sur ton physique à toi directement? Parce que tu le dis sans le dire, je pense. Oui. C'est ces situations où tu te dis, ces situations-là, il faut qu'on les gère. J'ai la possibilité de le faire. Je sais que ça ne va pas se faire gratuitement.
qu'il va y avoir des turbulences, qu'il va y avoir beaucoup de conséquences néfastes sur toi. Mais si tu ne le fais pas, qui d'autre le fera? Je pense que malgré la difficulté prégnante qui a été celle à laquelle j'ai été confronté, malgré cette angoisse de la mort sur laquelle je me penche depuis que j'ai l'âge de 12 ans, je n'ai jamais été autant à ma place qu'en résolvant ces cold cases. Je pense même que c'était prévu pour moi. Je pense Voilà. aussi, moi. Ouais. Tout ce qu'on s'est dit Ouais, là, ouais, il n'y a ouais. pas de Oui, hasard. oui, je pense que j'étais le mec qu'il fallait et surtout qui était capable d'accepter parce que quand il y a un moment très important que que j'évoque assez discrètement dans le livre, c'est le moment où j'accepte de reprendre le dossier de Marie-Rose Blétry, qui m'appelle un soir de décembre 2013. Donc je suis fort de la résolution de nombreux dossiers, y compris une mise en examen dans l'affaire Maïri. Et là, elle me supplie de faire pour elle ce que j'ai fait pour Marie. Mm, mm, mm. Et je sais très bien qu'en reprenant le dossier 1, il faut que je l'arrache à mon binôme Christophe, qui lui est en marge du service parce qu'il a été dégoûté et qu'il n'est pas reconnu et que ça se passe pas bien du tout. Mais en plus, c'est que réussir un colcaise dans le service qu'il a depuis le départ, en donnant tort à tous ceux qui sont là, c'est compliqué, mais on peut encore prétendre à de la chance. Mais réussir une deuxième fois, en cas de réussite, là, c'est... Et je savais ce soir-là, en acceptant le dossier de Marie-Rose, que ça signait la fin de ma carrière à la police judiciaire. Mm, Parce que, mm, mm. et c'est ce qui s'est passé, parce que la réussite était intenable. Mm, 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 J'ai mm. essayé de sortir par le haut en passant le concours d'officier. Ça s'est mal passé, malheureusement. Et je n'ai pas eu le soutien que j'attendais de ma direction. Et c'est là que j'ai décidé de partir. Ouais. Je vais lire un passage justement quand tu parles de santé mentale et de mort. Tu dis, donc quand tu es hospitalisé après l'infarctus, tu dis, durant toute mon hospitalisation, les visages de deux Christelle me reviennent régulièrement comme ceux de leur famille que j'ai côtoyés de si près. Les morts ponctuent et tracent ma route, ils dirigent mes actes, habitent aussi ma mémoire et rongent mon inconscient. Combien de cadavres ai-je vu? Je suis incapable de donner un chiffre, plus de 100 c'est sûr, c'est mon métier certes, mais qui pense à l'impact sur le psychisme? Mm. Nos supérieurs agissent en gestionnaire dans le meilleur des cas, ignorant depuis leur bureau que la confrontation permanente à la mort violente, voire barbare, marque irrémédiablement au-delà des heures de bureau. Notre devoir de faire émerger la vérité n'est pas qu'une simple fonction et le mort, quand on enquête sérieusement, est un vivant que l'on imagine rire, etc. Donc en gros, là, tu fais comprendre que c'est bien de résoudre des meurtres, etc. Mais est-ce que vous pensez à notre santé mentale? Parce qu'effectivement, Oui. fait de voir des morts, etc., ça peut devenir une mauvaise habitude, mais ça peut jouer aussi sur, Ouais. sur ta psyché au bout d'un moment. Oui, et puis moi j'ai été élevé à la sauce 36 quai des Orfèvres et je dois dire que c'est une question que les collègues ne se posaient pas trop parce qu'il y avait une collégialité dans l'épreuve et on soutenait les uns les autres. Mais on savait, c'est quelque chose qu'on cachait, on savait très bien que voilà, moi j'ai vu mon chef de groupe Francis notamment lorsqu'il a donné l'explication finale à une famille d'une victime de meurtre après avoir obtenu les aveux du mis en cause et sa mise en examen, il a accueilli la famille, il leur a donné l'explication de ce qu'il avait reconnu et ce qui s'était passé, comment leurs proches étaient morts. Et j'ai vu mon collègue, mon chef de groupe, donc fondre en sanglots, donc mais fondre en larmes devant la famille parce que c'était trop. Parce qu'on sentait que c'était vraiment le point d'orgue d'une enquête qui nous avait épuisés moralement, physiquement. Voilà. Ce qui m'avait surtout marqué, c'était de voir des collègues qui passaient par là, de voir mon chef pleurer devant eux, lui en faire le reproche. Comme quoi, ça se fait pas. Ça se fait pas. On n'a pas le droit d'être sensible, on n'a pas le droit d'être humain, on est vraiment que des. Mais c'est dingue, pour les flics eux-mêmes, on est des espèces de grosses brutes avec une carte bleu, blanc, rouge et un flingue, quoi. C'est quand même impensable que dans nos propres rangs, on puisse pas imaginer qu'on puisse faire preuve d'humanité et de le faire à bon escient. À bon escient pour le bien de l'humanité. Moi je n'ai pas de mal à reconnaître les failles de l'institution, dans la mesure où l'institution, je suis le premier à la défendre, je suis le premier à l'aimer. Et quand on aime quelqu'un, même une institution, ce qui est vrai aussi dans le mariage, c'est que on veut que la personne, elle ait son bonheur le plus ultime et qu'elle grandisse. Bah, c'est pareil pour l'institution. Moi, je veux que mon institution, elle grandisse parce que la société a besoin d'elle. Je suis pas un super citoyen avec un pouvoir et tout. Moi, je suis comme un délégué de classe. Je suis entouré de citoyens qui m'ont dit, est-ce que tu peux te charger de notre sécurité?
et je suis redevable envers ces gens-là parce que ils m'ont signé un blanc-seing, ils m'ont accordé leur confiance, donc je leur dois d'être transparent, je leur dois d'être humain, et puis je le dois de me remettre en cause. L'institution doit avoir cette honnêteté de regarder ce qu'elle fait et de se remettre en cause. Donc là, c'est comme si en fait l'institution remettait en cause en tout cas, du moins voulait remettre en cause ton humanité, alors que toi, t'es resté droit dans tes bottes. Exactement, exactement, et je partirai. Mais dussé-je en payer le prix, hein. Moi, ça me dérange absolument pas. Je sais que je suis dans le vrai. J'ai fait le deuil de plein de choses dans ma vie. Je sais que je garderai mon grade de major jusqu'à la fin de ma carrière. Mes collègues placés sous mon autorité aiment beaucoup travailler avec moi, trouvent que je suis un très bon chef de groupe. Je m'assure de leur bonheur au quotidien et de leurs bonnes conditions de travail. Le reste, bah, ça attendra la retraite, hein. On verra Non, bien. mais c'est le plus important. Tant que Ah oui, 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 t'es oui, droit dans tes bottes, t'arrives à te regarder dans un miroir sans et que problème. t'es heureux, que tu Oui, sois oui, en paix aussi, parce que c'est le dernier titre de ton livre, justement, le fait d'être oui, en paix, c'est le plus important. oui, exactement. Moi, je trouve que c'est le plus important. Le fait que ton entourage soit là, qui t'aime comme tu es, t'as pas à vouloir Mm, plaire à X, Y, Z. tout à fait. Moi, en tout cas, je vois les choses comme ça. Donc, franchement, garde cette humanité-là, c'est important. On en a besoin. Et en tout cas, encore félicitations par rapport à la rédaction de ce livre-là. Qu'est-ce que tu fais maintenant, Raphaël, Alors, moi, donc, aujourd'hui? je suis chef de la brigade financière du commissariat de Chalon-sur-Saône. Donc, en plus des affaires économiques et financières, ben, sache que je suis saisi d'autres matières où l'humanité est importante. Je suis chargé des étrangers, et notamment les étrangers en situation irrégulière. Mhm. Et là, c'est un sujet qui est éminemment au cœur de notre actualité, notamment sur un fond de politique parfois politicienne. Et c'est très embêtant, hein. Donc, par définition, moi, je pars du principe qu'un policier n'a pas à faire de politique. De près ou de loin, on est là pour appliquer des textes. Il appartient à la voie législative, normalement reconnue à la Constitution, de faire ce qu'il faut pour que les textes évoluent dans le bon sens. Mais moi, je suis chargé des fois d'appliquer des textes judiciaires ou administratifs à l'encontre d'étrangers en situation irrégulière, et j'essaye de le faire de la façon la plus juste et humaine possible. Euh, c'est pas évident parce que, comme je te l'avais dit à l'entame de notre échange, moi je suis fils d'immigrés. Ouais. Voilà. Je suis russe et serbe par mon père, et je suis français et kabyle par ma mère. Donc j'ai un nom russe avec un prénom hébreu. Je suis un melting pot à moi tout seul. Et donc, et puis surtout, c'est que j'ai reçu une éducation donc chrétienne, humaine et tout. Et puis surtout, c'est que mes parents m'ont élevé dans la plus grande admiration de toutes les ethnies. Donc, c'est quelque chose contre lequel je me suis toujours battu. Moi, quand j'étais jeune policier, j'avais des anciens, quand j'étais en stage, qui me disaient, ils me demandaient si j'étais raciste. Alors, je disais, bah non, je suis pas raciste. Ils me répondaient, mais t'inquiète pas, tu vas le devenir. Et force est de constater que, un, je ne le suis jamais devenu, et puis deuxièmement, je me suis toujours battu pour ça. Alors, je dirais assez crûment que j'ai assisté à suffisamment d'autopsies dans ma vie pour dire qu'à l'intérieur, on est exactement tous de la même couleur, et qu'on est tous confrontés à la même inéluctabilité de la mort. Mhm. Et puis, surtout, c'est que j'ai vu suffisamment de malheur autour de moi pour me rendre compte que les gens qui viennent chez nous, c'est pas par plaisir. C'est rarement par plaisir. Voilà. Et que moi, la chance dont j'ai bénéficié par l'intermédiaire de mes parents, de naître dans un pays qui est quand même protecteur des droits de l'homme, où on peut manger à peu près à sa faim, on peut faire des études, on peut parler sans être réprimé et tout. Il faudrait que les gens aillent vivre un petit peu à l'étranger pour se rendre compte à quel point c'est pas le cas partout. Voilà. Donc, encore une fois, il faut garder déjà son sang-froid. Moi, tous les discours qu'il y a à ce moment-là, plein de passion, plein de fougue, qui est actuellement dans le monde politique, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Là, on est en train de parler du droit du sol, on est en train de parler de Mayotte, on est en train de parler. Enfin, c'est impressionnant. Où est l'humain au milieu de tout ça? Donc, il faut qu'on respecte la tradition de la France, qui est celle du pays des droits de l'homme, mais c'est un pays où on peut venir se réfugier. Après, que les choses se fassent dans le bon ordre, de façon à ce qu'on puisse faire bénéficier le plus grand monde de ce qu'on appelle l'aubaine de notre vie euh, en France,
Moi, je suis d'accord. Je suis bien placé pour savoir qu'on a beaucoup de gens qui, malheureusement, viennent pour abuser du système. Et ceux-là, malheureusement, ils portent par leur action préjudice à ces étrangers qui viennent vraiment pour vivre une vie de paix, une vie de famille. Donc, il y a un ordre à mettre, il y a un bon ordre à mettre, il y a une autorité à mettre. Mais encore une fois, il faut pas perdre de vue ce qui est le plus important. Et je pense que ça serait un petit peu le plus important pour moi actuellement, c'est le souci d'avoir une véritable nation. On n'a pas de nation. On a perdu ce sens de la nation. Parce que c'est bien beau de dire qu'on est d'horizons divers et qu'on a tous nos cultures et tout. Mais dans un pays comme le nôtre, pour pouvoir bien vivre ensemble, il faut qu'on soit tous rassemblés sous l'égide d'une seule et même nation. C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. C'est un débat qui dépasse de loin le problème du droit du sol, que ce soit à Mayotte et tout. Moi, personnellement, je suis pour le droit du sol, puisque j'en ai moi-même bénéficié. Euh, mais encore une fois, il faut voir quels sont surtout, mais ça c'est l'approche sociologique qui permet de le savoir, qu'est-ce qui est vraiment préjudiciable. Voilà. Quels sont les abus, quelles sont les limites de notre système et tout, et faire de façon à ce qu'on puisse respecter ce qui est profondément la France, une terre d'accueil où on bénéficie aux plus faibles. Voilà, il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc voilà ce que je fais, plus tout un tas d'enquêtes administratives qui sont nécessaires malheureusement et pas des plus passionnantes. On pourrait difficilement faire un polar avec. Et puis dans le reste, j'ai beaucoup d'enseignements à l'école française des sciences criminelles. Ouais, tu transmets. Je transmets, je reçois aussi beaucoup. J'ai repris mes études de sociologie Mhm. parce que moi je veux m'intéresser au mal-être de mes collègues au sein de l'institution, Très bien. non pas pour juger, non pas pour critiquer, mais pour comprendre. Encore une fois, comprendre, ce n'est pas juger. Je n'ai pas de parti pris. C'est-à-dire que moi, ce qui me taraude lorsque je regarde ce qui pourrait conduire des collègues au suicide, c'est est-ce que j'ai pas ma part de responsabilité? Est-ce que j'ai pas vu le collègue qui allait mal? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a pu le sentir ostracisé? Voilà, je pense que c'est important de le savoir, nos tenants et nos aboutissants. Donc, moi, c'est encore une démarche de vérité et de transparence. Encore une fois, j'aime mon institution, je n'ai pas à juger les gens qui me dirigent et tout, ils sont assez grands pour le faire eux-mêmes. Et puis voilà, à titre personnel, je suis membre d'honneur de l'association d'aide aux victimes des affaires non élucidées, auprès de Jacques Dallest, Gilbert Thiel, Didier Seban et Cathy Richard. Ouais, Donc, que des grands noms. oui, oui, voilà. Il y a deux avocats, deux magistrats et le petit Raph, voilà, à côté. Donc, encore une fois, ça m'a fait Petit, non, quand même pas. 1m87, on va dire. Mais, non, mais voilà, c'est encore une fois, est-ce que je vais pouvoir tenir cette position longtemps? Parce qu'il y a tellement de gens qui méritent beaucoup plus ce statut que moi. On verra bien. Écoute, Non, j'ai- Ouais. il faut que tu prennes les fleurs que tu mérites, Oui. Raphaël. Par contre, T'es peut-être trop modeste, mais les gens reconnaissent. Il faut que c'est les fleurs que tu mérites. c'est quelque chose qui me dépasse. L'engouement autour de l'obstiné et puis tous les projets qui se font autour, hein. Parce que bien évidemment, il y a l'obstiné, mais j'ai encore des projets, j'ai des rendez-vous, notamment cet après-midi, avec des propositions qui me sont faites. Encore une fois, je m'y consacrerai dans le désintérêt le plus total de l'aspect financier, puisque ça ne me motivera jamais, pour peu que, encore une fois, je me sente utile en fonction de ce qui m'est donné, de ma sensibilité et tout. Voilà, et puis bah, j'ai aussi un temps qui m'est donné pour moi, donc j'ai été obligé d'arrêter d'enquêter en parallèle sur les dossiers. J'avais chaque semaine des familles qui me contactaient pour me demander si je pouvais leur donner un coup de main sur leur dossier, ou leur avocat, donner un coup de main à leur avocat. Je l'ai beaucoup fait, je l'ai fait sur mon temps personnel, gratuitement, en mettant les moyens moi-même, en me déplaçant avec ma voiture, sans demander un centime de dédommagement, parce que voilà. Mais je me suis très, très rapidement épuisé et je me suis endormi au volant de ma voiture. J'ai fait un accident. Donc ma femme m'a dit tu choisis, soit tu baisses d'intensité, ou alors ça va mal aller pour ton matricule. Donc, et quand ma femme parle, je l'écoute. Donc voilà, j'étais obligé d'arrêter. Je le fais par un autre biais, plus par le biais de l'association. L'arrivée, encore une fois, tu vois, les choses se sont passées parce que j'en avais besoin. Elles se sont mises naturellement en place. J'étais perdu avec des dossiers de famille où je voyais les enquêteurs faisaient pas ce qu'il fallait, pas à mon sens, et je me voyais pas rentrer dans une bataille de dire aux gens là, vous avez pas bien fait et tout. Et l'association est arrivée, m'a proposé ce partenariat.
Et donc maintenant, j'ai la grande possibilité, voire même une certaine facilité de les renvoyer vers eux. Et moi, ça m'a déchargé d'un poids phénoménal. Ouais, Voilà. faut penser à toi, c'est Voilà, important. donc La santé. à titre personnel, ça me donne le temps de faire de la photo, de m'occuper de mon chien et puis de jouer du piano. Je reprends des cours de piano depuis 3 ans, là maintenant, avec le même prof que j'avais quand j'étais gosse, qui est toujours vivant, qui va très bien, qui s'appelle Patrick et que j'embrasse. Voilà, et puis voilà, promis, mon morceau de Jean-Sébastien Bach sera prêt pour demain soir. Pas parce que je suis avec Audrey que je le travaille pas, promis. Voilà, tu sais tout, Audrey. Non, franchement, c'est beau. En tout cas, félicitations. C'est super Merci. touchant. Merci. On a une rubrique lecture ici, Raphaël. Oui. Est-ce que tu aurais 3 livres à recommander, s'il te plaît? 3 livres. Peu importe les thématiques, lâche-toi. Eh bien, écoute, qu'est-ce que j'aurais pu avoir? Oh, c'est un petit peu embêtant parce que alors moi, ce que je lis, c'est un petit peu chiant comme la pluie qui tombe sur un pare-brise de Lada. Euh, je vais vous conseiller le livre que vient de sortir mon amie Catherine Siguret, qui s'appelle La Dame de la Poste. Voilà. Qui est vraiment quelque chose à croquer, qui est rafraîchissant, qui est beau. J'espère que ça sera adapté d'ailleurs, d'abord parce que l'histoire est magnifique et puis elle est magnifiquement écrite par Catherine. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre? Là, je suis en train de lire j'ai commencé ce matin dans le TGV, je pense que je l'aurai fini ce soir. C'est un reportage d'un journaliste qui a beaucoup enquêté sur les suicides dans la police, qui s'appelle Le jour où j'ai failli manger mon flingue. Voilà, qui est un recueil de témoignages de collègues, alors soit qui ont vraiment appuyé sur la détente et qui se sont ratés, soit qui ont failli le faire et qui ne l'ont pas fait et qui expliquent pourquoi. Voilà, encore une fois, il s'agit de comprendre et non pas de juger. Et puis, qu'est-ce que j'ai comme livre qui m'a beaucoup marqué? C'est un petit peu embêtant. Non, mais c'est bon, hein, si t'as pas troisième. Non, j'en aurais plein d'autres, mais voilà, le problème, c'est qu'en fonction de ce que tu lis, t'es vite fait. Lisez la Bible, mes enfants. Lisez la Bible. Ouais, c'est un bon choix aussi. C'est un bon choix. Écoute, Raphaël, la tradition ici, c'est que l'autre repart avec un livre. Donc, j'ai un livre pour toi. Oh là là, super. Alors. Oh, fluide glacial, Gottlieb. Trop bien. Voilà. Oh, je plaisante. C'est gentil. Je le déballe. Oui, est-ce que tu peux l'ouvrir et me montrer Attends, je vais mettre mes lunettes parce que là, je fais le John depuis tout à l'heure, mais j'ai quand même 53 balais et je suis incapable, j'ai les bras trop courts. Déjà beaucoup. Ah oui, d'accord, merci. Alors, pour faire découvrir à tout le monde, c'est un livre de Caroline de Bodina qui s'appelle Demain dès l'aube. Un hommage vibrant à une profession invisible, les croque-morts. Et une réflexion très pertinente sur notre rapport à la mort. Voilà. Et ça, c'est un petit mot qui est signé de Tatiana de Ronet du Parisien. Alors, je vais encore te scier la chic. Sache que mon papa est diacre de l'Église catholique. Et depuis des années, avec ma maman, ils animent les cérémonies religieuses d'obsèques dans les funérariums. Et bien avant qu'il ne soit diacre d'ailleurs, parce que ce sont des moments où les familles s'interrogent sur la foi au moment où ils perdent un proche. Qu'est-ce qui va devenir? Et donc, mon père fait énormément d'accompagnement aux mourants. Et dans cette relation, dans cette activité, il a noué beaucoup de liens avec justement les croque-morts. Et c'est assez drôle parce que lorsque je suis de permanence judiciaire à Chalon-sur-Saône et que j'ai des découvertes de cadavres, mon record c'est 8 en une semaine, j'ai souvent affaire aux pompes funèbres justement pour faire évacuer le corps, conserver, conduire à la mort pour une autopsie, l'accueil des familles et tout. Et justement, quand j'appelle, les gens m'appellent par le prénom de mon père. Ils m'appellent « Ah, c'est Nicolas ». Je fais « Non, j'ai la même voix, mais c'est le fils ». Et donc, voilà, je découvrirai ça avec un grand, grand plaisir. Mais attends, c'est pas fini. J'en ai un deuxième aussi. Ah, Parce que l'humanité, j'en ai un autre aussi. Tiens. oh, bah, il est gros celui-là. Ah, il est gros celui-là. Oui, bah, merci. C'est autre chose. Alors, attention. Ah, dis-moi. T'en as deux pourvu que ça soit des recettes de cuisine. Non, t'en as 2 pour le prix d'un. Attends, voyons voir. Alors, est-ce que tu l'as celui-là? Oh la vache. Alors, je vais finir de te scier la patate. Tu l'as? Non. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu vas dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je t'ai dit que l'obstiné serait adapté. Ouais. Ah,
C'est lui qui va. Ah non, j'ai pas dit que ça serait lui, mais j'ai eu une petite entrevue avec, Yvan Sadik, donc le directeur de Studio Fact Stories, donc le pôle fiction de ma maison d'édition. On a eu un petit repas dernièrement, et puis on a égrené la liste des acteurs qui pourraient interpréter le rôle du personnage principal. Donc je peux pas dire grand-chose pour l'instant parce que je vais pas spoiler. Et il m'a dit, est-ce que tu en as un que tu aimerais bien avoir? Et je lui ai dit Eric Cantona. Ah, Je lui ai dit, si je pouvais en avoir un, ça serait vraiment Eric Cantona, parce que c'est quelqu'un qui, voilà, dans sa personne, voilà, me touche énormément. Et c'est marrant, tu vois, je t'ai livré en avant-première cette nouvelle de l'adaptation de mon livre à la fiction en série événement sur TF1, et tu m'offres un livre sur Eric Cantona. Voilà. Donc, n'achetez pas de boule de cristal. Si vous voulez savoir l'avenir, vous appelez Audrey, tu vas péter ton 06 tout de suite. Comme ça, on va savoir ce qui va se passer. Et comme ça ira beaucoup plus vite. C'est incroyable. Incroyable. Ouais. Ah bah, je te remercie, ça me touche beaucoup. bah écoute, c'est normal. Et puis, si jamais c'est lui qui est choisi et qu'il accepte, hein, parce qu'il faut quand même rester humble, je m'empresserai de le faire dédicacer. Voilà, parce que écoute. la petite histoire, pour aller au fond de l'histoire, c'est que lorsque j'étais à l'université, mon meilleur copain, Charlie, et moi, on allait regarder les matchs de foot, mais on allait dans les bars du centre-ville de Dijon. Et en foot, je suis nullissime. C'est-à-dire qu'il a fallu que j'attende quand même mes 20 ans ou 21 ans pour qu'on m'explique ce que c'est qu'un hors-jeu. Tu vois, je ne savais pas ce que c'était qu'un match retour. Voilà. J'y connaissais absolument rien. Et mon pote Charlie était fou de Cantona. Et je me rappelle très bien de cette match raté de la qualification de la Coupe du Monde où malheureusement, même s'il rentre sur la fin, on n'arrive pas les Français n'arrivent pas à se qualifier et tout. Et je rêverais, parce qu'il s'est tellement manqué de moi comme quoi j'étais mauvais en football. Si jamais ça se fait, encore une fois, c'est un vœu pieux, hein, je fais un selfie avec Canto et je dis tiens, regarde Charlie, regarde à côté de qui je me trouve. Mais bon, voilà, allez, on va pas spoiler sur la question. Non, en tout mais cas, je lirai ça avec beaucoup d'attention. Pas de problème. Voilà, et donc je reviens jeudi pour voilà, une autre interview. Je te dirai ce que j'ai pensé. En tout cas, ça me fait plaisir. Ça me moi fait aussi. plaisir. Super. Et Raphaël, Oui. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd, quelqu'un de drôle, Oui. de sympathique. Oui. Je te pose la question, comment t'aimerais qu'on se souvienne de toi? Comme quelqu'un de juste. Voilà, qui est parfois bougon, parfois avec une petite once de mauvaise foi, parce que voilà, j'ai beaucoup limé mon côté orgueilleux, mais j'étais quelqu'un d'orgueilleux quand j'étais plus jeune et je me suis calmé avec le temps. Ma maladie est pour beaucoup, hein, parce que quand physiquement tu dois rattraper un certain déséquilibre par rapport à la masse, voilà, il faut que tu limes un petit peu, mais j'ai eu ce travers-là, il faut avoir l'humilité de le reconnaître, mais juste dans mes combats, juste dans le regard que je porte aux gens, juste dans ce que je leur dis. Voilà, sachant que pour moi, la personne qui s'assure que la coupe du bonheur des autres est toujours pleine n'aura jamais besoin de remplir la sienne. Franchement, tout est dit. Voilà, Magnifique. simplement. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, que mon TGV soit pas en retard, sinon je vais encore me faire taper dessus par ma femme. Non, plus sérieusement, c'est de rester toujours fidèle à ça, c'est-à-dire que n'être jamais mis en porte-à-faux. Voilà. Ne jamais avoir peur entre prendre la décision courageuse d'aller dans cette voie-là pour la juste manifestation de la vérité, même s'il va y avoir des turbulences. Ne jamais opter pour la situation de confort en disant ouais, je pourrais prendre part à ce combat-là, mais non, je vais penser à moi. Voilà, je pense que il y a pas plus beau sacrifice que de donner sa vie, consacrer sa vie à des choses qui sont justes. Voilà. Sais-je tout perdre d'ailleurs, mais perdre, enfin pour moi, ce qui est important n'est pas du domaine matériel, donc je n'ai rien à perdre en fin de compte. Voilà. Franchement, magnifique. En tout cas, Raphaël, ça a été un plaisir pour moi de Plaisir causer avec partagé. toi. Franchement, merci Voilà. pour ton humanité. Voilà, merci de ne pas vous être endormi, c'est super sympa. Vous pouvez vous réveiller, voilà, vaquer vos occupations. Merci pour ton humanité. Reste fidèle à tes convictions. Je le promets. J'ai été vraiment touché par tes mots et je pense que ce sera le cas pour les autres. Et merci encore. Merci à toi. Merci d'être ce que tu es. Merci Audrey, merci. C'était Cause Monote, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation, en espérant que vous avez appris des choses et éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres.
À très bientôt.